Lorsque le veuf Evan Reyes hérita de la ferme délabrée de son grand-père, toute la ville se moqua. Ce père célibataire peinait déjà à nourrir et loger son fils de 9 ans, enchaînant les doubles postes au restaurant du coin juste pour joindre les deux bouts. La propriété vétuste, avec son toit affaissé et sa grange en ruine, semblait être la dernière farce cruelle que la vie lui avait jouée. Sa riche belle famille la qualifiait de ferraille sans valeur. La banque menaçait de saisie. Même les camarades de classe de son fils se moquaient de leur nouvelle maison. Mais Evan voyait quelque chose de différent dans ces murs patinés, une chance d'offrir à son garçon la stabilité qu'il n'avait jamais eue. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, cachés sous des décennies de négligence, se trouvaient des plans et des journaux qui changeraient tout. Son grand-père ne lui avait pas laissé un fardeau. Il lui avait laissé une fortune d'une valeur de 120 millions de dollars. Mais Evan découvrirait-il le secret avant que les promoteurs impitoyables, rôdant comme des vautours, ne s'emparent de tout ce qui lui était cher? Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner car demain, je vous ai réservé quelque chose d'extraordinaire. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres crasseuses de l'appartement de 2 chambres qu'Evan Reyes appelait chez lui, projetant de longues ombres sur l'espace de vie exigu qui était devenu à la fois sanctuaire et prison. La cafetière gargouillait sa mélodie familière, un son qui avait marqué le début d'innombrables journées difficiles au cours des 3 dernières années depuis la mort de Maria. Evan se tenait au comptoir de la cuisine, ses mains calleuses agrippant une tasse ébréchée qui portait le logo effacé du restaurant, où il faisait des doubles postes depuis plus longtemps qu'il ne voulait s'en souvenir. « Papa, mes chaussures ne me vont plus », dit la petite voix depuis le couloir. Miguel apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux sombres ébouriffés par le sommeil, tenant une paire de baskets qui avait connu des jours meilleurs. À 9 ans, le garçon possédait les yeux doux de sa mère et le menton obstiné de son père, une combinaison qui brisait le cœur d'Evan et lui donnait de la force à parts égales. « Nous trouverons une solution, Majo, » dit Evan, s'agenouillant pour examiner les chaussures usées. Les semelles se séparaient de la tige, et les orteils de Miguel étaient clairement à l'étroit. Encore une dépense qu'ils ne pouvaient pas se permettre, encore un rappel de leur déclin depuis que les factures médicales de Maria avaient englouti toutes leurs économies. Les murs de l'appartement semblaient se refermer sur eux tandis qu'Evan préparait le déjeuner de Miguel, un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme qui avait connu des jours meilleurs et une petite brique de jus de supermarché discount. Le réfrigérateur bourdonnait sous l'effort de garder leurs maigres provisions fraîches, sa poignée maintenue par du ruban isolant qu'Evan avait appliqué des mois auparavant. « Madame Henderson dit que nous devrons peut-être déménager à nouveau, » dit Miguel doucement, se référant à la femme de leur propriétaire, qui vivait dans l'appartement en dessous. La femme avait un bon cœur, mais un esprit pratique, et elle avait laissé entendre des allusions à l'augmentation du loyer et au paiement de plus en plus tardif d'Evan. La mâchoire d'Evan se serra. « Ne t'inquiète pas pour Madame Henderson. Tout ira bien. » Mais même en prononçant ces mots, Evan savait qu'il sonnait faux. La pile de factures sur le comptoir de la cuisine racontait une autre histoire, avis de retard, dernière mise en demeure et la menace toujours présente d'expulsion qui planait au-dessus de leur tête comme un nuage d'orage. L'indemnité d'assurance vie de la mort de Maria avait disparu dans le trou noir des dettes médicales, ne leur laissant que des souvenirs et des obligations croissantes. Le téléphone sonna, sa sonnerie stridente rompant le calme matinal. Evan regarda l'identification de l'appelant et sentit son estomac se nouer. Dolores Reyes Martinez, la mère de sa défunte femme, n'appelait jamais avec de bonnes nouvelles. « Allô, Dolores » répondit Evan, sa voix volontairement neutre. « Evan, nous devons parler. » Sa voix portait le même ton impérieux qui avait rendu les réunions de famille inconfortables même du vivant de Maria. Carlos et moi avons discuté de la situation de Miguel. De quelle situation parlez-vous? Ne faites pas l'idiot avec moi. Le garçon vit dans la pauvreté pendant que vous courez après votre fierté autour de cette propriété sans valeur dont vous avez hérité. Il est temps de faire face à la réalité. Evan ferma les yeux, sentant le poids familier du jugement de sa belle famille. Carlos et Dolores Reyes Martinez avaient bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien, et ils ne laissaient jamais personne l'oublier. Ils avaient toléré Evan du vivant de Maria. Mais depuis sa mort, ils avaient clairement exprimé leurs sentiments, ils n'étaient pas assez bien pour leur fille, et ils n'étaient certainement pas assez bien pour élever leur petit-fils. Miguel est bien là où il est, dit Evan, regardant son fils rassembler son sac à dos avec la précision minutieuse d'un enfant qui avait appris à s'occuper de lui-même trop tôt. Bien. Vivre dans cet appartement exigu, porter des vêtements de friperie, manger des déjeuners subventionnés par le gouvernement? Nous pouvons lui offrir des opportunités, Evan.
École privée, fonds pour l'université, un véritable avenir. Les mots piquaient parce qu'ils contenaient suffisamment de vérité pour blesser profondément. Evan avait eu les mêmes pensées pendant ses nuits blanches, se demandant si sa fierté l'empêchait de faire ce qui était le mieux pour Miguel. Mais chaque fois qu'il envisageait leur offre, il se souvenait des dernières paroles de Maria, « Ne les laisse pas te le prendre. Il a besoin de son père. » « Je suis son père, » dit Evan doucement. « L'êtes-vous ? Ou êtes-vous juste un homme trop têtu pour admettre quand il est vaincu ? » Une fois l'appel terminé, Evan s'assit dans son camion devant l'école de Miguel, fixant la lettre d'héritage arrivée 3 semaines plus tôt. L'entête du cabinet d'avocats semblait officiel et imposant, mais le message était simple. Son grand-père, Antonio Reyes, était décédé et lui avait légué une ferme de 15 acres en dehors de la ville. La propriété était assortie d'arriérés d'impôts fonciers, d'un titre de propriété incertain et d'une structure que l'évaluateur du comté avait généreusement décrite comme inhabitable. Evan n'était allé voir l'endroit qu'une seule fois, et la vue avait presque brisé sa détermination. La ferme s'affaissait comme un vieil homme fatigué, son toit était rapiécé de bardeaux dépareillés et son porche avant était soutenu par des poteaux en bois de fortune. La grange s'était partiellement effondrée, et les champs étaient envahis d'herbes folles et de jeunes arbres spontanés. Pour la plupart des gens, cela ressemblait exactement à ce que c'était, un fardeau dont personne ne voulait. Mais en marchant dans les pièces vides, sentant les os solides de la vieille maison sous des couches de négligence, Evan se rappela les mains de son grand-père. Ses doigts burinés avaient bâti cet endroit, avaient façonné une vie à partir de rien d'autre que de la détermination et de l'espoir. Antonio Reyes était un rêveur, avait toujours dit Maria, un homme qui voyait des possibilités là où les autres ne voyaient que des problèmes. La cloche sonna à l'école de Miguel, et les enfants commencèrent à sortir du bâtiment. Evan repéra son fils immédiatement. Miguel avait une façon de se déplacer dans la foule qui suggérait qu'il était habitué à être seul. Le garçon monta dans le camion avec l'air résigné de quelqu'un qui avait appris à ne pas s'attendre à des surprises. « Comment s'est passée l'école » demanda Evan. « Bien. » La réponse habituelle de Miguel, livrée avec le même ton neutre qu'Evan utilisait lui-même avec les clients difficiles au restaurant. Ils roulèrent en silence confortable dans les rues familières de leur quartier, un ensemble de maisons modestes et de commerces en difficulté qui avaient connu des jours meilleurs. Le prêteur sur gage où Evan avait vendu les bijoux de Maria faisait toujours de la publicité pour de l'argent rapide contre des objets de valeur. Le bureau de change où il encaissait son salaire proposait des services de préparation de déclaration de revenus avec une gigantesque figurine gonflable dansante devant. « Papa » dit Miguel alors qu'ils entraient dans leur complexe d'appartements. « Qu'est-ce qu'une ferme à ferraille » Les mains d'Evan se serrèrent sur le volant. « Où as-tu entendu ça ?» Tommy Martinez a dit que sa mère lui avait dit que nous avions hérité d'une ferme à ferraille. Il a dit que ses grands-parents pourraient l'acheter pour pas cher et la démolir. Tommy Martinez, le petit-fils de Carlos et Dolores de leur fille Elena, un garçon qui fréquentait une école privée et n'avait jamais manqué de rien. La cruauté décontractée de l'enfance amplifiée par les préjugés des adultes, transmis comme des héritages familiaux. « Ce n'est pas une ferme à ferraille, » dit Evan prudemment. « C'est la maison de ton arrière-grand-père, l'endroit où ta grand-mère a grandi. » Miguel considéra cette information avec le sérieux d'un enfant qui avait appris à lire entre les lignes. « Allons-nous y vivre ?» La question resta en suspens entre eux, lourde de possibilités et de peur. Evan se débattait avec la même question depuis des semaines, faisant des calculs dans sa tête et les trouvant insuffisants. La ferme avait besoin de tout, nouveau toit, nouvelle plomberie, travaux électriques, réparation de fondation. Même s'il pouvait d'une manière ou d'une autre gérer les réparations immédiates, les taxes foncières étaient en retard de 3 mois, et la banque posait déjà des questions sur la saisie. Mais l'alternative était d'accepter la défaite, de laisser Carlos et Dolores prendre Miguel, et de passer le reste de sa vie en sachant qu'il avait abandonné sans combattre. Peut-être, dit Evan finalement. Le voudrais-tu ? Les yeux de Miguel s'illuminèrent pour la première fois depuis des semaines. Pourrions-nous la réparer ? La rendre jolie ? Cela demanderait beaucoup de travail. Je suis bon au travail. Ce soir-là, après que Miguel fut couché, Evan s'assit à leur petite table de cuisine avec un bloc-notes et une calculatrice, essayant de faire correspondre des chiffres impossibles. Son compte d'épargne contenait $347. Son compte courant était à découvert de $23. Le travail au restaurant suffisait à couvrir leurs dépenses actuelles si rien ne tournait mal, mais il ne laissait aucune marge pour le genre d'investissement qu'une propriété comme la ferme de son grand-père nécessiterait. La lettre d'héritage reposait à côté de la calculatrice, ainsi qu'un jeu de clés qui semblait plus ancienne qu'Evan lui-même.
Selon l'avocat, la propriété était dans la famille depuis 3 générations, transmise de père en fils, avec l'entente qu'elle resterait toujours une maison Reyes. Antonio avait été le dernier de sa génération, un célibataire qui avait consacré sa vie à bricoler dans son atelier et à rêver d'inventions qui n'avaient jamais tout à fait abouti sur le marché. Le téléphone sonna à nouveau, et cette fois, l'identification de l'appelant affichait Elena Martinez, la fille de Carlos et Dolores et la tante de Miguel. Elena avait toujours été la personne raisonnable de la famille, l'intermédiaire qui tentait d'apaiser les tensions qui surgissaient chaque fois que la famille élargie se réunissait. « Evan, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'appeler si tard. »« Pas du tout, Elena. Comment allez-vous ? Je m'inquiète pour vous et Miguel. Maman et papa parlent de faire intervenir des avocats. Et je ne veux pas que cela tourne mal. » Evan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre d'avocat ? Ceux qui posent des questions sur les conditions de vie et la stabilité financière. Écoutez, je sais qu'ils ont de bonnes intentions, mais ils ont peur. Ils voient Miguel en difficulté et pensent pouvoir régler ça avec de l'argent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Elena resta silencieuse un instant. Je pense que Miguel a besoin de son père. Mais je pense aussi qu'il a besoin de stabilité, et en ce moment, vous ne lui en offrez pas. Les mots frappèrent plus fort parce qu'ils venaient de quelqu'un qui se souciait sincèrement d'eux. Elena avait été la belle-sœur préférée de Maria, celle qui avait tenu la main d'Evan pendant les pires jours de la maladie de sa femme, et qui l'avait aidé à traverser les suites immédiates de son décès. « Je fais de mon mieux, » dit Evan. « Je sais que vous le faites, mais il est peut-être temps de considérer que votre mieux ne suffira peut-être pas tout seul. » Après qu'Elena eut raccroché, Evan se dirigea vers la fenêtre et regarda le parking où son camion était garé parmi les autres véhicules de personnes qui s'en sortaient tout juste. Le complexe d'appartements était calme, à l'exception du son lointain d'une télévision et du vrombissement de l'autoroute au-delà du grillage. Il repensa aux mains de son grand-père, se souvenant de la façon dont Antonio lui avait montré comment utiliser des outils quand Evan était à peine plus âgé que Miguel l'était maintenant. Le vieil homme avait été patient et doux, ne levant jamais la voix, même quand Evan faisait des erreurs. Chaque problème a une solution, disait Antonio. Parfois, il faut juste le regarder sous un angle différent. Il était peut-être temps de regarder leurs problèmes sous un angle différent. La ferme était peut-être un fardeau, mais c'était aussi une possibilité. C'était une chance de donner à Miguel plus que l'appartement exigu et l'inquiétude constante de l'argent. C'était une chance de construire quelque chose au lieu de simplement survivre. Le lendemain matin, Evan se déclara malade au restaurant, la première fois qu'il manquait le travail en 6 mois. Il alla chercher Miguel à l'école plus tôt, disant à la secrétaire qu'ils avaient une urgence familiale nécessitant une attention immédiate. Alors qu'il roulait vers les environs de la ville, Miguel pressa son visage contre la fenêtre, regardant les rues familières céder la place à des champs ouverts et à des fermes éparses. « Où allons-nous, papa ? Voir la maison de ton arrière-grand-père. Pour voir si c'est vraiment aussi mauvais que tout le monde le dit. » La ferme semblait encore pire sous la dure lumière de l'après-midi que lors de la brève visite nocturne d'Evan quelques semaines plus tôt. Le toit s'affaissait à 2 endroits. Les marches du perron étaient pourries, et plusieurs fenêtres étaient barricadées avec des planches de contreplaqué tordues et fendues par le temps. La grange avait perdu une partie de son toit, et les champs étaient un enchevêtrement de mauvaises herbes et d'arbres spontanés qui s'étendaient vers l'horizon. Mais Miguel voyait quelque chose de différent. Il descendit du camion et se dirigea vers la maison avec les pas prudents d'un explorateur découvrant un nouveau territoire. Ses petites mains traçaient les balustrades patinées du porche, et ses yeux examinaient les solides fondations en pierre et les hautes fenêtres conçues pour capter la lumière du matin. « C'est grand, » dit Miguel, la voix pleine d'émerveillement. « C'est en train de s'écrouler, » répondit Evan, mais il n'y avait aucune véritable conviction dans sa voix. Ils firent le tour de la propriété ensemble, père et fils dressant l'inventaire des dégâts et des possibilités. L'atelier derrière la maison était en meilleur état que la structure principale. Ses murs épais et son toit en ardoise avaient résisté aux années avec plus de dignité. À l'intérieur, Evan trouva les outils de son grand-père rangés sur un panneau perforé avec la précision d'un homme qui avait passé sa vie à construire des choses de ses mains. Miguel passa ses doigts sur l'établi, laissant des traces dans la poussière. « Qu'est-ce que l'arrière-grand-père fabriquait ici ? » « Je ne sais pas, » admit Evan. « Ta grand-mère disait qu'il travaillait toujours sur quelque chose, mais je n'ai jamais su quoi. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au premier étage de la ferme, testant chaque marche avec précaution. Les chambres étaient petites mais bien proportionnées, avec des fenêtres de toit qui donnaient sur les champs. Dans ce qui avait été la chambre principale,
Evan trouva une commode encore remplie des vêtements de son grand-père, comme si le vieil homme était simplement sorti un instant et avait prévu de revenir. « Papa » appela Miguel depuis la petite chambre. « Regarde ça. » Evan trouva son fils debout devant une fenêtre qui faisait face à l'ouest vers les montagnes qui s'élevaient au loin. La vue était spectaculaire, un panorama de collines ondulantes et de ciel ouvert qui s'étendait sur des kilomètres. Au premier plan, un vieux chêne étendait ses branches sur ce qui avait autrefois été un potager, son tronc assez épais pour être grimpé, et sa canopée assez large pour ombrager la moitié de la cour. « Je pourrais avoir une cabane dans les arbres, » dit Miguel doucement. « Tu pourrais » acquiesça Evan. Alors qu'ils se tenaient là ensemble, regardant la terre qui était dans leur famille depuis 3 générations, Evan sentit quelque chose bouger en lui. La ferme était peut-être une ruine, mais c'était astérisque leur astérisque ruine. Les champs étaient peut-être envahis, mais c'était astérisque leur astérisque champ. Pour la première fois depuis la mort de Maria, il ressentit la possibilité de construire quelque chose au lieu de simplement survivre. « Qu'en penses-tu, Mio » demanda Evan. « Devrions-nous tenter notre chance avec cet endroit ?» Les yeux de Miguel s'éclaircirent pour la première fois depuis des semaines. « Je pense que l'arrière-grand-père voudrait que nous la réparions. » Ce soir-là, alors qu'ils retournaient à leur appartement, Evan prit une décision qui allait tout changer. Il encaisserait son maigre 401K, paierait les arriérés d'impôts de la ferme et les y ferait emménager avant que Carlos et Dolores ne puissent mettre leurs menaces légales à exécution. C'était un pari avec des enjeux qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Mais c'était mieux que d'abandonner sans se battre. « Es-tu sûr de ça » demanda Miguel alors qu'ils entraient dans leur complexe d'appartements. Evan regarda son fils, vit le courage de Maria se refléter dans ses yeux sombres, et sentit la détermination de son grand-père couler dans ses veines. « Je suis sûr, » dit-il. « Nous allons y arriver. » La ferme était peut-être un fardeau, mais c'était aussi un début, et parfois, pensa Evan, un début était tout ce dont on avait besoin. La première nuit à la ferme mit à l'épreuve chaque once de la détermination d'Evan. Le camion de déménagement était parti cet après-midi-là, laissant leurs maigres possessions éparpillées dans le salon comme du bois flotté après une tempête. L'électricité fonctionnait à peine, mais l'ancien câblage créait un bourdonnement inquiétant dans les murs qui rendait Miguel nerveux. L'eau coula marron pendant 10 minutes avant de s'éclaircir, et le système de chauffage haletait comme un vieil homme gravissant des escaliers. « Papa, il y a une fuite dans ma chambre » appela Miguel de l'étage, sa voix résonnant dans la maison vide. Evan monta les escaliers grinçant avec un seau et une pile de serviettes, trouvant son fils debout sous une tache d'eau grandissante au plafond. La pluie d'octobre avait commencé juste après le coucher du soleil, un battement régulier qui révélait chaque faiblesse des défenses de la ferme. En moins d'1 heure, ils avaient placé des récipients partout à l'étage pour attraper les diverses fuites. « Peut-être devrions-nous dormir en bas ce soir » suggéra Evan. Mais Miguel secoua la tête avec la détermination têtue qu'il avait héritée des 2 côtés de sa famille. « Je veux dormir dans ma chambre. »« C'est ma chambre maintenant. »« D'accord. »« D'accord. » Evan accepta, étendant une bâche sur le matelas de Miguel et plaçant le seau à côté du lit. « Nous réparerons le toit demain. » Alors que Miguel s'installait dans sa chambre de fortune, Evan erra dans la maison avec une lampe de poche, faisant l'inventaire des problèmes immédiats. Le robinet de la cuisine gouttait régulièrement dans un évier taché par des décennies de dépôts minéraux. Les fenêtres du salon claquaient dans leur cadre, et de l'air froid s'infiltrait par les fentes autour de la porte d'entrée. Chaque pièce racontait une histoire de déclin progressif, d'une maison qui se rendait lentement au temps et aux intempéries. Mais sous la décrépitude, Evan pouvait sentir les os de quelque chose de solide. Les parquets en bois dur, bien qu'abîmés et ternis, étaient en véritable chêne. Les moulures de couronne, malgré leur peinture écaillée, montraient le savoir-faire d'une époque antérieure. La cheminée en pierre dominait un mur du salon, son foyer noirci par d'innombrables feux, mais sa structure était saine et imposante. Vers minuit, un craquement particulièrement fort venant de l'étage fit courir Evan vers la chambre de Miguel. Il trouva son fils assis dans son lit, les yeux grands ouverts et pointant du doigt le coin où une section de plâtre du plafond avait cédé à la fuite persistante. L'eau s'écoulait par l'ouverture, éclaboussant le sol et révélant les lattes de bois et l'isolation en crin de cheval en dessous. « Je suis désolé, papa, » dit Miguel, sa voix faible dans l'obscurité. « Je sais que nous n'avons pas d'argent pour réparer. » Evan s'agenouilla près du lit, brossant la poussière de plâtre mouillée des cheveux de son fils. « Ce n'est pas ta faute, Mojo. Les vieilles maisons comme celle-ci ont leur propre façon de nous parler. » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » « Elle dit qu'elle a besoin d'aide, et nous allons l'aider. »
Ils déplacèrent le matelas de Miguel dans le salon, aménageant une chambre temporaire près de la cheminée, où le plafond était solide et sec. Tandis que son fils s'endormait enfin, Evan s'assit dans le vieux fauteuil de son grand-père, écoutant la pluie et la symphonie de craquements et de gémissements de la maison. Le matin apporta un ciel gris et la dure réalité de leur situation. Evan se tenait dans la chambre endommagée de Miguel, fixant le trou au plafond et calculant des coûts de réparation qu'il ne pouvait pas se permettre. La fuite avait révélé plus que du plâtre abîmé. Une grande partie du plâtelage du toit était pourri, l'isolation était contaminée et le câblage électrique semblait n'avoir pas été mis à jour depuis l'administration Eisenhower. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé », appela Miguel depuis le coin de la pièce. Evan se tourna pour voir son fils accroupi près du mur endommagé, ses petits doigts traçant le bord d'un panneau de bois qui s'était détaché pendant l'agitation de la nuit. Le panneau mesurait environ 60 cm de côté, encastré dans le mur à hauteur d'enfant, et il avait juste assez bougé pour révéler un espace sombre derrière. « Fais attention », prévint Evan. Mais Miguel avait déjà glissé ses doigts dans l'interstice et retiré le panneau. « Il y a quelque chose derrière », dit Miguel, la voix remplie d'excitation plutôt que de peur. Evan prit la lampe de poche et regarda dans l'ouverture que Miguel avait découverte. L'espace derrière le panneau était plus grand qu'il ne s'y était attendu, creusé entre les montants du mur pour créer un compartiment caché de la taille d'un petit placard. Le faisceau de sa lampe de poche capta le bord de ce qui ressemblait à du papier, beaucoup de papier, ficelé et enveloppé dans une toile cirée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Miguel, sautillant sur la pointe des pieds d'anticipation. Evan tendit la main dans la cavité et en sortit soigneusement le premier paquet. La toile cirée était vieille mais intacte, protégeant ce qui se trouvait à l'intérieur de décennies d'humidité et de négligence. Il posa le paquet sur le matelas de Miguel et le déballa avec précaution, révélant une collection de papiers recouverts de l'écriture soignée de son grand-père. La page supérieure était datée de 1967 et titrée « Note préliminaire de conception du système de conversion d'énergie perpétuelle ». Sous le titre, l'écriture fluide d'Antonio remplissait la page de diagrammes, d'équations et d'observations détaillées sur la manipulation des champs électromagnétiques et les systèmes de stockage d'énergie. Même pour l'œil non averti d'Evan, le travail semblait sophistiqué et intentionnel. « C'est important » demanda Miguel, se penchant par-dessus l'épaule de son père pour étudier les mystérieux papiers. « Je pense que oui » dit Evan, sa voix empreinte d'un émerveillement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ils passèrent la matinée à explorer le compartiment caché, extrayant paquet après paquet de documents. Antonio avait été méthodique dans sa tenue de registre, datant chaque page et organisant son travail en catégories qui suggéraient un esprit capable d'une concentration et d'une innovation remarquables. Il y avait des dessins techniques qui ressemblaient à des demandes de brevets, de la correspondance avec des universités et des instituts de recherche, et des journaux détaillés documentant des expériences menées dans l'atelier derrière la maison. Miguel se révéla être un assistant enthousiaste, triant soigneusement les papiers par date, tandis qu'Evan tentait de comprendre l'ampleur de leur découverte. Un paquet contenait ce qui semblait être un ensemble complet de plans pour un appareil qu'Antonio avait appelé le système d'énergie régénérative Reyes. Les dessins étaient précis et détaillés, montrant une machine de la taille d'une machine à laver qui semblait conçue pour convertir l'énergie électromagnétique ambiante en énergie électrique utilisable. « Ton arrière-grand-père était un inventeur » dit Evan à Miguel alors qu'ils étalaient les plans sur le sol du salon. Un véritable inventeur, pas seulement quelqu'un qui aimait bricoler avec des outils. Comme Thomas Edison ? Peut-être meilleur que Thomas Edison. Plus il fouillait dans les archives cachées d'Antonio, plus l'étendue de son travail devenait impressionnante. Il y avait des lettres de professeurs du MIT louant ses idées théoriques, de la correspondance avec des avocats spécialisés dans les brevets discutant du potentiel commercial de ses conceptions, et des pros. Projections financières détaillées suggérant qu'Antonio avait compris les implications économiques de ses inventions. Une lettre datée de 1971 retint particulièrement l'attention d'Evan. Elle provenait d'un représentant de General Electric exprimant son intérêt pour l'achat des brevets de conversion d'énergie d'Antonio pour une somme qui fit trembler les mains d'Evan en lisant le chiffre « $200 000, une fortune en 1971, assez pour mettre un homme à l'abri pour toute une vie. » Pourquoi ne l'a-t-il pas vendu se demanda Evan à voix haute. Miguel, qui étudiait un dessin technique avec la concentration intense d'un enfant résolvant un puzzle, leva les yeux, brillant. Peut-être qu'il le gardait pour nous. Cet après-midi-là, pendant que Miguel faisait la sieste sur le canapé du salon, Evan s'assit, entouré des papiers de son grand-père, et essaya de reconstituer l'histoire qu'il racontait. Antonio avait été brillant. Cela ne faisait aucun doute.
sa compréhension théorique des systèmes énergétiques était des décennies en avance sur son temps, et ses conceptions pratiques montraient le genre de pensée innovante qui avait bâti l'industrie américaine. Mais quelque chose avait mal tourné. La correspondance s'interrompit brusquement en 1972. Les demandes de brevets ne furent jamais déposées, et les expériences de l'atelier semblaient avoir été abandonnées en cours de projet. Il y avait des indices de problèmes, des références à des interférences industrielles et à des vols de brevets, et des intérêts concurrents qui suggéraient qu'Antonio avait rencontré des obstacles au-delà de simples défis techniques. Le dernier document de la collection était une lettre adressée « à ma future famille », datée juste 6 mois avant la mort d'Antonio. Dans celle-ci, le vieil homme expliquait qu'il avait caché l'œuvre de sa vie parce que de puissants intérêts avaient tenté de la lui voler. Il avait refusé que ses innovations soient utilisées à des fins lucratives sans compensation appropriée, et il avait choisi d'attendre un moment où sa famille pourrait revendiquer ce qui lui revenait de droit. La crise énergétique arrivera, avait écrit Antonio dans son écriture soignée. Quand elle arrivera, le monde aura besoin de solutions qui servent les gens, pas seulement les entreprises. Mes inventions étaient destinées à aider les familles à alimenter leur foyer sans dépendre des compagnies d'électricité. Un jour, quelqu'un de notre famille comprendra leur valeur et trouvera un moyen de les apporter au monde. En lisant ces mots, Evan sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec les fenêtres à courant d'air de la ferme. Antonio ne leur avait pas laissé un fardeau. Il leur avait laissé un trésor. La question était de savoir si Evan possédait l'intelligence, la détermination et les ressources nécessaires pour le revendiquer. Ce soir-là, alors qu'il partageait avec Miguel un dîner de soupe en conserve chauffé sur la vieille cuisinière à gaz, Evan se surprit à regarder leur situation avec un œil nouveau. La ferme était peut-être en ruine, mais c'était aussi le dépositaire d'innovations qui pouvaient changer leur vie pour toujours. Le toit fuyait peut-être, mais en dessous se trouvait la réponse à des problèmes qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur famille était capable de résoudre. « Papa » dit Miguel, posant sa cuillère et fixant son père d'un air sérieux. « Allons-nous nous en sortir ?» Evan regarda son fils, pensa à l'héritage caché de son grand-père, et sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis la mort de Maria, il s'autorisa à croire en des possibilités au-delà de la simple survie. « Oui, Mojo, dit-il. Je pense que nous allons faire mieux que nous en sortir. » Dehors, le vent d'octobre faisait claquer les fenêtres et emportait les feuilles sur le porche de la ferme. Mais à l'intérieur, entouré des preuves du génie de son grand-père, Evan Reyes commença à comprendre que certains héritages valaient plus que l'argent. Certains legs valaient la peine d'être combattus, aussi impossible que les chances puissent paraître. Le matin de novembre apporta le givre aux fenêtres de la ferme et un rappel douloureux de tout le travail à accomplir. Evan se tenait dans la cuisine, savourant sa deuxième tasse de café, tout en étudiant les entrées de journal de son grand-père à la pâle lumière filtrant à travers des vitres qui n'avaient pas été nettoyées depuis des décennies. Miguel était assis à la table en bois usé, organisant soigneusement les dessins techniques qu'ils avaient découverts, ses petites mains traitant chaque feuille comme un artefact précieux. « Écoute ça » dit Evan, lisant une entrée de journal datée de 1969. « Aujourd'hui, j'ai atteint une production d'énergie stable pendant 6 heures consécutives. La chambre de résonance électromagnétique maintient une force de champ constante même en tirant de l'énergie pour les applications domestiques. Maria pense que je cours après des rêves, mais je sais que cette technologie pourrait libérer chaque famille en Amérique de la dépendance aux compagnies d'électricité. » Miguel leva les yeux de son projet de tri. L'arrière-grand-père connaissait Mamie Maria. C'était sa fille, Majou. Ta grand-mère a grandi dans cette maison. Les yeux du garçon s'écarquillèrent de compréhension. Alors c'était sa chambre, celle avec le trou au plafond? Probablement. Elle aurait eu à peu près ton âge quand il écrivait ses journaux. Alors qu'Evan continuait à lire, il commença à comprendre l'étendue de la vision de son grand-père. Antonio n'avait pas simplement bricolé des systèmes énergétiques. Il avait développé une alternative complète au réseau électrique. Ses notes décrivaient des appareils capables de récolter l'énergie électromagnétique ambiante des ondes radio, des lignes électriques et même du champ magnétique terrestre, la convertissant en électricité utilisable pour les foyers et les entreprises. Les concepts techniques dépassaient la compréhension d'Evan, mais les implications pratiques étaient claires. Si les inventions d'Antonio fonctionnaient réellement, elles pourraient éliminer entièrement les factures d'électricité. Les familles pourraient générer leur propre énergie, la stocker dans ces systèmes de batteries spécialement conçus et vivre complètement indépendantes des compagnies d'électricité. Pas étonnant que quelqu'un ait essayé de voler ces brevets, marmonna Evan. Qui a essayé de les voler, demanda Miguel.
Evan montra à son fils une série de lettres qui peignaient un tableau troublant. À partir de 1970, Antonio avait été approché par des représentants de grandes entreprises énergétiques proposant d'acheter ses brevets. Lorsqu'il avait refusé leurs offres dérisoires, le ton de la correspondance avait changé. Il y avait des menaces voilées concernant des contestations de brevets, des avertissements sur les coûts de défense de la propriété intellectuelle et des suggestions qu'un petit inventeur pourrait se retrouver submergé par les ressources de grandes entreprises. La dernière lettre de la séquence, d'un cabinet d'avocats représentant les parties intéressées, avait été directe: Monsieur Reyes serait sage d'accepter une compensation raisonnable pour son travail plutôt que de poursuivre un développement indépendant qui pourrait s'avérer non rentable. Ils ont essayé de lui faire peur, expliqua Evan à Miguel. Mais ton arrière-grand-père était têtu. Il a décidé de cacher son travail au lieu de le vendre à des gens qui pourraient mal l'utiliser. Miguel étudia la lettre menaçante avec l'expression sérieuse qu'il portait lorsqu'il essayait de comprendre des complications d'adultes. Est-ce que ces mêmes personnes sont toujours là? Je ne sais pas, mais nous devons faire attention à qui nous racontons cela. Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte d'entrée. À travers la fenêtre crasseuse, Evan pouvait voir une femme d'une soixantaine d'années debout sur le porche, tenant ce qui ressemblait à un plat couvert. Il ouvrit la porte et trouva Martha Andry, leur voisine la plus proche, dont la petite maison se trouvait à environ 400 mètres plus bas sur le chemin de gravier. « Je vous ai apporté du pain de maïs, » dit Martha, offrant le plat avec un sourire chaleureux. « J'ai pensé que vous et le garçon en auriez marre de la soupe en conserve. »« C'est très gentil à vous, Madame Andry. »« Entrez, s'il vous plaît. » Martha entra dans la ferme et regarda autour d'elle avec l'œil avisé de quelqu'un qui se souvenait quand l'endroit avait été bien entretenu. Elle était elle-même veuve, Evan le savait, ayant perdu son mari 2 ans plus tôt d'un cancer. Sa propre propriété était modeste mais immaculée, témoignage du genre de fierté et de détermination qui avait bâti les communautés rurales. « L'endroit a déjà meilleure allure, dit-elle diplomatiquement. Antonio serait ravi de voir sa famille vivre ici à nouveau. Vous connaissiez mon grand-père? Oh, chérie. Tout le monde connaissait Antonio. Il était toujours prêt à aider quand les gens avaient des problèmes avec leurs systèmes électriques ou avaient besoin de faire réparer quelque chose. L'homme le plus intelligent de 3 comtés, disaient les gens. Miguel sortit de la cuisine, attiré par la mention de son arrière-grand-père. Le visage de Martha s'illumina en le voyant. Et vous devez être Miguel. Vous ressemblez tellement à votre grand-mère au même âge. Maria était une enfant si douce, toujours à aider son père dans cet atelier. Qu'est-ce qu'il fabriquait dans l'atelier? Demanda Miguel. L'expression de Martha devint pensive. Difficile de dire exactement. Antonio travaillait toujours sur quelque chose, mais il était discret sur ses projets. Votre grand-mère me disait qu'il allait changer le monde un jour. Alors que Martha partageait des souvenirs d'Antonio et des meilleurs jours de la ferme, Evan se retrouva à voir la propriété avec des yeux différents. C'était un lieu d'innovation et d'espoir, où un homme brillant avait poursuivi des rêves qui auraient pu transformer la façon de vivre des gens. La décrépitude actuelle était temporaire, résultat de la négligence, et non d'un échec inhérent. Après le départ de Martha, Evan passa l'après-midi dans l'atelier de son grand-père, essayant de comprendre la relation entre le travail théorique des journaux et les outils et équipements pratiques qu'Antonio avait accumulés. L'atelier était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur, avec des établis le long de 3 murs et des zones de stockage remplies de composants électroniques, d'outils de fabrication métallique et d'instruments de mesure qui semblaient plus sophistiqués que tout ce qu'Evan s'attendait à trouver. Dans un coin, couvert par une bâche en toile, il découvrit ce qui semblait être un appareil partiellement achevé de la taille d'une grande boîte à outils. La construction était élégante et précise, avec des bobines de cuivre enroulées à la main, des composants métalliques usinés avec soin et des circuits électroniques assemblés avec le genre d'attention aux détails qui suggérait à la fois une compétence technique et une sensibilité artistique. Miguel le rejoignit dans l'atelier après avoir terminé ses devoirs, et ensemble, ils étudièrent le mystérieux appareil. Selon les entrées de journal correspondantes, il s'agissait d'un convertisseur d'énergie de preuve de concept conçu pour démontrer les principes de base du système plus grand d'Antonio. « Ça marche ?» demanda Miguel. « Une seule façon de le savoir, » dit Evan, localisant l'interrupteur d'alimentation parmi les commandes de l'appareil. Quand il actionna l'interrupteur, rien ne se passa pendant plusieurs secondes. Puis, progressivement, un doux bourdonnement remplit l'atelier, et une série de petites lumières commencèrent à briller le long du panneau de commande de l'appareil. L'affichage montrait des chiffres qui ne signifiaient rien pour Evan, mais le fait que la machine fasse quelque chose après des décennies de dormance suggérait que l'ingénierie d'Antonio avait été aussi solide que sa théorie.
Ça marche, murmura Miguel, sa voix remplie d'admiration. Quelque chose fonctionne, acquiesça Evan. Mais je ne sais pas ce que ça doit faire. Ils passèrent 1 heure à expérimenter avec l'appareil, suivant les instructions des entrées de journal d'Antonio. La machine semblait conçue pour détecter et mesurer les champs électromagnétiques. Et quand Evan la connecta à une petite ampoule, comme décrit dans les notes, l'ampoule brilla d'une lumière constante et chaleureuse. « D'où vient l'énergie » demanda Miguel. Evan vérifia les connexions de l'appareil et ne trouva ni cordon d'alimentation, ni pile, ni source d'énergie évidente. Selon les lectures sur le panneau d'affichage, la machine générait en quelque sorte du courant électrique à partir de champs électromagnétiques ambiants, exactement comme les théories d'Antonio l'avaient prédit. « Je pense, dit Evan lentement, que ton arrière-grand-père a vraiment découvert comment produire de l'électricité à partir de rien. » Ce soir-là, après que Miguel fut couché, Evan s'assit dans la cuisine avec l'appareil de preuve de concept et les journaux de son grand-père, essayant de comprendre ce qu'il avait hérité. Si les théories d'Antonio étaient correctes, et si le système plus grand décrit dans les plans fonctionnait réellement, ils n'étaient pas seulement assis sur une invention précieuse. Ils étaient assis sur une technologie qui pourrait révolutionner la façon dont le monde générait et utilisait l'énergie. Les implications étaient stupéfiantes. La production d'énergie indépendante pourrait libérer les familles des factures d'électricité, réduire la dépendance aux combustibles fossiles et fournir de l'électricité aux zones reculées où les connexions traditionnelles au réseau étaient impraticables ou coûteuses. Entre de bonnes mains, les inventions d'Antonio pourraient améliorer des millions de vies tout en générant d'énormes richesses pour leurs développeurs. Mais en lisant davantage de notes de son grand-père, Evan comprit pourquoi Antonio avait caché son travail plutôt que de poursuivre son développement commercial. L'industrie de l'énergie valait des milliers de milliards de dollars, et les entreprises établies n'accueilleraient pas favorablement des technologies qui menaçaient leurs modèles commerciaux. Antonio avait été assez sage pour reconnaître qu'un petit inventeur défiant de puissants intérêts avait besoin de plus que de simples idées brillantes. Il avait besoin de ressources, de relations et d'une protection qu'un simple agriculteur ne pouvait pas fournir. Désormais, ces défis incombraient à Evan. Il était un père célibataire sans formation technique, avec des ressources financières limitées et une belle famille puissante qui voulait qu'il abandonne complètement la ferme. Comment pourrait-il réussir là où son brillant grand-père avait choisi d'attendre de meilleures circonstances? La réponse lui vint en étudiant une photo de famille qu'il avait trouvée parmi les papiers d'Antonio. La photo montrait une jeune Maria debout à côté de son père dans l'atelier, tous deux souriant avec la confiance des gens qui croyaient en leur capacité à résoudre des problèmes. Antonio n'avait pas attendu quelqu'un de plus intelligent ou de plus riche pour revendiquer son héritage. Il avait attendu quelqu'un avec la détermination de se battre pour ce qui était juste. Evan regarda la cuisine de la ferme avec son linoléum craqué et ses appareils électroménagers démodés et prit une décision qui allait tout changer. Il n'allait pas cacher le travail d'Antonio ni le vendre au plus offrant. Il allait apprendre tout ce qu'il pouvait sur les inventions de son grand-père, trouver un moyen de les protéger légalement et les apporter au monde comme Antonio l'avait toujours voulu. Ce ne serait pas facile. Il aurait besoin d'aide de personnes qui comprenaient les brevets, la technologie et le développement commercial. Il devrait réparer la ferme et créer un foyer stable pour Miguel tout en poursuivant un rêve qui semblait impossible de son point de vue actuel. Surtout, il devrait croire en lui-même comme Antonio avait cru en la capacité de l'innovation à changer le monde. Mais en s'asseyant dans la cuisine de son grand-père, entouré des preuves de la vision remarquable d'un homme, Evan Reyes ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Maria, l'espoir d'un avenir qui contenait plus que la simple survie. Le vent de décembre traversait la ferme comme une lame, trouvant chaque interstice dans les vieilles fenêtres et portes, malgré les tentatives d'Evan pour les calfeutrer. Il avait passé le mois dernier à apprendre à vivre avec les particularités de la maison tout en plongeant plus profondément dans le travail technique de son grand-père, et chaque jour apportait de nouvelles découvertes qui l'excitaient et l'accablaient à la fois. Miguel était devenu son partenaire enthousiaste dans l'exploration, abordant les plans d'Antonio avec la curiosité intrépide d'un enfant qui n'avait pas encore appris que certaines choses étaient censées être impossibles. Ce matin, il avait étalé la série de dessins techniques les plus détaillés sur le sol du salon, alourdissant les coins avec des livres pour les maintenir à plat. « Papa, regarde cette partie, » dit Miguel, désignant une section du plan étiqueté « Réseau principal de collecte d'énergie ». Ça ressemble à une très grande version de la chose dans l'atelier. Evan s'agenouilla à côté de son fils et étudia le dessin. Miguel avait raison. L'appareil représenté dans le plan était essentiellement une version à échelle agrandie de la machine de preuve de concept avec laquelle ils avaient expérimenté. Au lieu de générer suffisamment de puissance pour éclairer une seule ampoule, ce système était conçu pour fournir de l'électricité à un foyer entier.
Selon ceci, dit Evan, lisant les notes d'accompagnement, une unité pourrait générer 15 kW de puissance continue. C'est suffisant pour faire fonctionner tout ce qu'il y a dans une maison normale. Combien coûte l'électricité habituellement? Evan fit un rapide calcul mental, pensant aux factures d'électricité de leur ancien appartement. Pour la plupart des familles, peut-être $200 par mois, parfois plus en été quand ils utilisent la climatisation. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Alors, cela pourrait faire économiser beaucoup d'argent aux gens. Beaucoup d'argent, acquiesça Evan. Sur 20 ans, une famille pourrait dépenser $50 000 en électricité. Cela pourrait l'éliminer entièrement. Alors qu'ils étudiaient les plans ensemble, Evan commença à comprendre l'élégante simplicité de la conception de son grand-père. Le système utilisait plusieurs réseaux de collecte pour récolter l'énergie électromagnétique de diverses sources, ondes radio, émissions de lignes électriques, activité électrique atmosphérique et même le champ magnétique terrestre. L'énergie collectée était traitée par une série de circuits de conditionnement et stockée dans un banc de batterie qui pouvait fournir de l'énergie même lorsque les conditions de collecte étaient mauvaises. Le plus important est que l'ensemble du système était conçu pour être fabriqué à partir de composants facilement disponibles. Antonio n'avait pas eu recours à des matériaux exotiques ou à des technologies de pointe qui rendraient ses inventions irréalisables à produire. Il avait créé des solutions qui pouvaient être construites dans n'importe quel atelier bien équipé en utilisant des composants électriques et mécaniques standards. Ton arrière-grand-père était intelligent, dit Evan à Miguel. Il n'a pas seulement inventé quelque chose d'incroyable. Il a inventé quelque chose que les gens ordinaires pouvaient réellement utiliser. Leur séance de recherche matinale fut interrompue par le bruit d'un véhicule qui s'approchait sur le chemin de gravier. À travers la fenêtre, Evan pouvait voir une camionnette blanche avec « Henderson Construction » peint sur les portes. 2 hommes en sortirent, l'un qu'il reconnut comme Tom Henderson, le fils de Martha, et un autre qu'il ne connaissait pas. Evan ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper, sortant sur le porche malgré le vent froid. Tom Henderson était un homme d'une 40aine d'années aux mains burinées et aux yeux plissés de quelqu'un qui avait passé sa vie à travailler à l'extérieur. Son compagnon était plus jeune et mieux habillé, avec l'apparence douce de quelqu'un qui passait plus de temps dans les bureaux que sur les chantiers de construction. « Bonjour, Evan, dit Tom. Voici David Kruger de Meridian Développement. Il m'a demandé de le présenter car vous avez été difficile à joindre par téléphone. » Le téléphone d'Evan avait été coupé 2 semaines plus tôt lorsqu'il avait pris du retard sur la facture, mais il n'allait pas annoncer ce fait. « Que puis-je faire pour vous, messieurs ?» Kruger s'avança avec le sourire exercé d'un professionnel de la négociation. « Monsieur Reyes, je représente des investisseurs intéressés par votre propriété. Nous comprenons que vous avez hérité d'une situation difficile et nous aimerions vous aider à la transformer en une opportunité. » Quel genre d'opportunité ? Celle qui vous met de l'argent dans la poche et vous libère d'un fardeau que vous ne pouvez pas vous permettre de porter. Kruger désigna la ferme avec ses besoins évidents de réparation. Cette propriété nécessite un investissement important pour devenir habitable, et même alors, elle est isolée des centres d'emploi et des bonnes écoles. Nous sommes prêts à vous offrir $200 000 pour le terrain, ce qui vous permettrait de déménager quelque part de plus approprié pour élever un enfant. Le chiffre frappa Evan comme un coup physique. $200 000 représentaient plus d'argent qu'il n'avait jamais imaginé avoir, assez pour payer toutes les dettes, acheter une maison décente en ville et offrir à Miguel une véritable stabilité. C'était aussi étrangement généreux pour une propriété que l'évaluateur du comté avait évaluée à moins de $50 000. C'est une offre très généreuse, dit Evan prudemment. Que comptez-vous faire avec le terrain ? Développement résidentiel. La région subit une pression de croissance de la part de la ville, et cette propriété a un excellent potentiel de lotissement en parcelles de 5 acres. Les familles du XXIe siècle veulent de l'espace et de l'intimité, et cet emplacement offre les deux. Tom Henderson se déplaça inconfortablement. Evan, je connais votre famille depuis 20 ans. Si vous songez à vendre, vous devez savoir que Meridian a acheté des propriétés partout dans cette région. Il prépare quelque chose d'important. Le sourire de Kruger se crispa presque imperceptiblement. Nous prévoyons d'apporter un développement économique à une région qui en a besoin. Il n'y a rien de sinistre dans un investissement immobilier légal. Légal, bien sûr, répondit Tom, mais pas nécessairement bon pour les gens qui vivent ici depuis des générations. Après le départ des visiteurs, Evan se retrouva à faire les 100 pas dans la cuisine de la ferme pendant que Miguel faisait ses devoirs à table. $200 000 représentaient une sécurité au-delà de tout ce qu'il avait osé espérer. Mais quelque chose dans l'offre de Kruger sonnait faux.
L'homme était trop impatient, trop désireux de payer bien au-dessus de la valeur marchande pour une propriété qu'il prétendait vouloir pour un développement résidentiel. « Papa, allons-nous vendre la maison ?» demanda Miguel sans lever les yeux de sa feuille de calcul. « Je ne sais pas. Qu'en penses-tu » Miguel posa son crayon et fixa son père d'un air sérieux. « Je pense que l'arrière-grand-père a caché ses inventions parce qu'il savait que des gens méchants pourraient essayer de les prendre. Peut-être que ces hommes d'aujourd'hui sont les méchants. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Evan. L'intuition de Miguel touchait directement le cœur de ses préoccupations. Si Meridian Développement était prête à payer des prix élevés pour des propriétés rurales, soit il savait quelque chose sur la valeur du terrain qu'Evan ignorait, soit il soupçonnait l'existence de quelque chose de précieux sur la propriété. Cet après-midi-là, Evan longea les limites de la ferme, étudiant la terre avec de nouveaux yeux. La propriété était plus grande qu'il ne l'avait d'abord cru, s'étendant jusqu'aux collines boisées qui offraient une intimité et une protection naturelle. L'atelier était positionné pour profiter des phénomènes électromagnétiques naturels, étant situé sur des hauteurs avec une vue dégagée dans toutes les directions, parfaitement adapté au type de collecte d'énergie que les systèmes d'Antonio étaient conçus pour effectuer. Si quelqu'un avait découvert le travail d'Antonio par le biais d'anciennes demandes de brevets ou de correspondances universitaires, il pourrait comprendre la véritable valeur de la propriété, même s'il n'avait pas accès aux détails techniques cachés. L'achat du terrain leur donnerait le contrôle du site de recherche et de tout prototype ou équipement qu'Antonio aurait laissé derrière lui. Cette réalisation rendit la décision d'Evan plus facile. Il ne protégeait pas seulement l'héritage de son grand-père. Il protégeait quelque chose qui pourrait bénéficier à des millions de familles tout en lui assurant, à lui et à Miguel, une sécurité financière à vie. 200 000 $ étaient beaucoup d'argent, mais si les inventions d'Antonio étaient réelles, elles valaient infiniment plus. Ce soir-là, alors que la neige commençait à tomber devant les fenêtres de la ferme, Evan s'assit avec Miguel pour avoir une conversation honnête sur leur situation. « Nous pourrions vendre la maison et avoir assez d'argent pour vivre où nous voulons, » dit-il. Une belle maison en ville, de bonnes écoles, plus de soucis de réparation ou de factures de chauffage. Miguel y réfléchit attentivement. Aurions-nous toujours les inventions de l'arrière-grand-père? Non. Si nous vendons la propriété, nous perdons tout. Alors, nous ne vendons pas, dit Miguel avec la ferme conviction de quelqu'un qui avait déjà décidé ce qui comptait le plus. L'arrière-grand-père nous a gardé ça. Nous ne pouvons pas simplement le donner parce que c'est difficile. Evan ressentit une vague de fierté pour le courage et la clarté de son fils. À 9 ans, Miguel comprenait quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprenaient jamais, que certaines choses valaient la peine d'être combattues, même lorsque le combat semblait impossible. Ce sera difficile, prévint Evan. Nous devrons apprendre des choses que nous ne comprenons pas, résoudre des problèmes que nous ne savons pas résoudre, et probablement faire face à des gens qui veulent nous arrêter. Nous pouvons faire des choses difficiles, répondit Miguel. Maman disait toujours que les hommes Reyes n'abandonnent jamais. Cette nuit-là, après que Miguel fut endormi sur le canapé du salon, Evan s'assit dans l'atelier avec les journaux de son grand-père et commença à faire des plans. S'il voulait protéger l'héritage d'Antonio et développer ses inventions correctement, il devait comprendre la technologie, obtenir les droits de propriété intellectuelle et trouver des personnes qui pourraient l'aider à naviguer dans le monde complexe des brevets et du développement commercial. L'appareil de preuve de concept bourdonnait doucement sur l'établi, sa douce lueur éclairant sa lecture. Selon les notes d'Antonio, le système plus grand nécessiterait une fabrication plus sophistiquée, mais les principes de base étaient prouvés et évolutifs. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était de temps pour apprendre, d'argent pour survivre pendant l'apprentissage, et d'alliés qui comprenaient à la fois les aspects techniques et commerciaux de la mise sur le marché d'une nouvelle technologie. La neige continuait de tomber dehors, recouvrant la ferme et ses secrets d'un blanc immaculé. À l'intérieur, entouré des preuves du génie de son grand-père, Evan Reyes commença à croire que certains héritages valaient tous les sacrifices nécessaires pour les revendiquer. Miguel avait eu raison. Ils allaient faire des choses difficiles, mais ils allaient les faire ensemble, et ils allaient réussir. Le matin de janvier apporta un visiteur inattendu en même temps que le facteur, Sarah Chen, la bibliothécaire en chef de l'école de Miguel, conduisant une petite voiture hybride qui semblait déplacée sur le chemin de gravier menant à la ferme. Evan observa depuis la fenêtre de la cuisine comment elle naviguait prudemment dans les nids de poules, son véhicule compact rebondissant sur les ornières que son camion franchissait facilement. Mademoiselle Chen est là, appela Miguel, qui était dans le salon en train d'organiser la correspondance de son grand-père par date. Le garçon avait développé une approche systématique pour cataloguer le travail d'Antonio, traitant chaque document comme une pièce d'un vaste puzzle qu'il était déterminé à résoudre.
Miguel s'éclaira à la nouvelle. Sarah Chen avait été l'une des rares enseignantes à s'intéresser sincèrement à ses progrès scolaires, surtout après que d'autres élèves eurent commencé à le taquiner à propos de la ferme délabrée. Sa visite était à la fois inattendue et bienvenue. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je passe », dit Sarah quand Evan ouvrit la porte. « Miguel a mentionné que vous faisiez des recherches, et j'ai pensé que ceci pourrait vous intéresser. » Elle lui tendit une enveloppe manila épaisse de documents photocopiés. « J'ai aidé la Société historique du comté à numériser d'anciens dossiers, et je suis tombé sur de la correspondance concernant votre grand-père. Il y a des lettres du MIT, de Stanford, même de certaines universités internationales. J'ai pensé que vous devriez les voir. » Evan l'invita à entrer, et les yeux de Sarah s'écarquillèrent en découvrant la scène du salon. Des plans techniques couvraient toutes les surfaces planes. Des pages de journal étaient organisées en piles soignées, et les cahiers d'école de Miguel contenaient des copies dessinées à la main des diagrammes de son arrière-grand-père, annotés de questions et d'observations. « Miguel, c'est un travail incroyable, » dit Sarah, examinant le système d'organisation méticuleux du garçon. « Vous avez créé de véritables archives de recherche ici. Papa et moi essayons de comprendre ce que l'arrière-grand-père a inventé, » expliqua Miguel. « Nous pensons que cela pourrait être important. » Sarah ouvrit l'enveloppe qu'elle avait apportée et étala les lettres photocopiées sur la table basse. Les documents peignaient un tableau de la réputation d'Antonio qu'Evan et Miguel n'avaient pas entièrement saisi. Des universités avaient sollicité sa consultation sur des projets de recherche énergétique. Des agences gouvernementales s'étaient renseignées sur ses théories. Des organisations internationales l'avaient invité à prendre la parole lors de conférences sur les technologies durables. « Votre grand-père était célèbre, » dit Sarah simplement. Pas célèbre comme une célébrité, mais célèbre parmi les gens qui comprenaient les systèmes énergétiques avancés. Regardez cette lettre du docteur Elizabeth Warren du MIT. Pas la sénatrice, la professeure de physique. Elle qualifie son travail de révolutionnaire et de décennies en avance sur la recherche actuelle. Evan étudia la lettre, datée de 1971, dans laquelle le docteur Warren exprimait sa frustration qu'Antonio n'ait pas publié ses recherches ni déposé de brevets qui rendraient ses innovations accessibles à la communauté scientifique. Monsieur Reyes possède des idées sur la conversion d'énergie électromagnétique qui pourraient transformer la façon dont l'humanité aborde la production d'énergie, avait-elle écrit. Sa réticence à partager ses connaissances avec la communauté de recherche plus large et compréhensible étant donné les pressions commerciales actuelles, mais tragiques du point de vue du progrès humain. Pourquoi n'a-t-il rien publié ? Demanda Evan. Sarah désigna une autre lettre, celle-ci d'un avocat spécialisé dans les brevets à Washington, D.C., cela pourrait l'expliquer. L'avocat met en garde votre grand-père contre l'espionnage industriel et suggère qu'une divulgation prématurée pourrait entraîner la copie de son travail par de plus grandes entreprises et l'utilisation de ressources juridiques supérieures pour revendiquer la propriété. Miguel avait écouté attentivement, et maintenant il parla avec la franchise qui caractérisait son approche des complications adultes. Alors l'arrière-grand-père avait peur que quelqu'un lui vole ses inventions ? C'est exactement ce que je pense qu'il s'est passé, répondit Sarah. L'industrie de l'énergie dans les années 1970 était dominée par de très puissantes entreprises qui avaient de bonnes raisons d'empêcher les nouvelles technologies de perturber leurs modèles commerciaux. Votre grand-père a probablement été intelligent de garder son travail privé. Tandis qu'il discutait de la situation d'Antonio, Evan se retrouva impressionné par la compréhension de Sarah des aspects techniques et commerciaux de l'invention et du développement. Elle posait des questions pertinentes sur les plans, offrait des aperçus sur le contexte historique de la recherche énergétique et démontrait un véritable enthousiasme pour l'approche systématique de Miguel pour comprendre son héritage. Vous savez, dit Sarah, si vous êtes sérieux quant au développement de cette technologie, vous aurez besoin de l'aide de personnes qui comprennent les brevets, l'ingénierie et le développement commercial. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous guider. Quel genre de quelqu'un ? Demanda Evan. Mon frère, David. C'est un avocat spécialisé en propriété intellectuelle en ville, et il est spécialisé dans la protection des droits des inventeurs. Il s'intéresse également aux technologies durables, à la fois professionnellement et personnellement. Evan sentit une lueur d'espoir. Les conseils juridiques professionnels lui avaient semblé incroyablement chers de son point de vue actuel. Mais si le frère de Sarah était prêt à offrir son aide, peut-être que le chemin à suivre n'était pas aussi impossible qu'il n'y paraissait. Leur conversation fut interrompue par le bruit de véhicules s'approchant, plusieurs véhicules à en juger par le son. À travers la fenêtre, Evan pouvait voir 2 camionnettes et une berline s'engager dans l'allée de la ferme. David Kruger sortit de la berline, accompagné de 3 hommes qu'Evan ne reconnaissait pas.
Vous attendiez de la visite, demanda Sarah. Pas exactement, répondit Evan, se dirigeant vers la porte d'entrée avec une appréhension grandissante. Les hommes accompagnant Kruger portaient des vêtements de ville décontractés qui suggéraient qu'ils étaient à l'aise aussi bien dans les salles de conseil que sur les chantiers de construction, bottes coûteuses, jeans de marque et vestes coûtant plus qu'Evan ne gagnait en un mois. Kruger frappa à la porte d'entrée avec le rythme confiant de quelqu'un qui s'attendait à être bienvenu. Quand Evan ouvrit, le sourire du promoteur sembla moins sincère que lors de sa précédente visite. « Monsieur Reyes, j'espère que vous avez eu le temps d'examiner notre offre. J'ai amené des collègues qui voulaient voir la propriété de première main. Je n'ai pas encore pris de décision, dit Evan, sans les inviter à entrer. Bien sûr, mais je dois mentionner que notre calendrier s'est quelque peu accéléré. Nous sommes prêts à augmenter notre offre à 250 000 $, mais nous devrions finaliser l'accord cette semaine. » Les 50 000 $ supplémentaires frappèrent Evan comme un coup de poing inattendu. Cette augmentation confirma ses soupçons que Meridian Développement savait quelque chose sur la valeur de la propriété qu'il ne partageait pas. Aucun investisseur immobilier légitime n'augmenterait son offre de 25% sans information supplémentaire. C'est très généreux, dit Evan prudemment. Mais je ne suis toujours pas prêt à vendre. L'un des compagnons de Kruger s'avança, un homme grand aux cheveux argentés et à la présence imposante qui suggérait qu'il était habitué à obtenir ce qu'il voulait. Reyes, je suis Robert Martinez et je représente des investisseurs très sérieux. Nous comprenons que vous êtes dans une situation financière difficile, et nous voulons vous aider à faire le bon choix. Martinez. La voix de Sarah vint de derrière Evan. Elle le rejoignit à la porte, et son expression était passée d'une curiosité amicale à quelque chose d'approchant l'alarme. Robert Martinez de Martinez Holdings. Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Je crois que vous connaissez mon fils Carlos et ma belle-fille Dolores. Evan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Robert Martinez n'était pas un simple promoteur. Il était le patriarche de la famille de sa défunte femme, le grand-père qui avait bâti l'empire de la construction qui avait rendu Carlos et Dolores riches et influents. Ce n'était pas une transaction immobilière aléatoire. C'était une embuscade familiale. Vous êtes l'arrière-grand-père de Miguel, dit Evan. Je le suis, et je suis ici parce que mon petit-fils mérite mieux que ça. Martinez désigna la ferme avec un dédain évident. Carlos et Dolores ont été trop polis dans leur approche. Ils ont essayé de vous laisser le temps de retrouver vos esprits, mais ce garçon ne l'a pas à perdre. Miguel apparut à l'épaule d'Evan, attiré par la mention de son nom. Quand il vit Martinez, son expression devint méfiante. Le vieil homme n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour son arrière-petit-fils, traitant Miguel comme une arrière-pensée lors des rares réunions de famille auxquelles ils avaient assisté. « Miguel, tu as grandi » dit Martinez avec une chaleur forcée. « Aimerais-tu vivre dans une vraie maison, peut-être même avoir ta propre piscine ?»« J'aime cette maison » répondit Miguel avec une dignité tranquille. C'était la maison de mon arrière-grand-père Antonio. L'expression de Martinez se durcit. Antonio Reyes était un rêveur qui est mort fauché et seul. Est-ce vraiment l'héritage que vous voulez pour votre fils, Evan? L'insulte à la mémoire de son grand-père fit que Miguel se rapprocha de son père de manière protectrice. Sarah Chen se plaça à leur côté, formant un front uni qui sembla surprendre Martinez et ses compagnons. Je pense, dit Sarah froidement, que M. Reyes a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé à vendre. Vous devriez peut-être respecter sa décision. Martinez étudia Sarah avec le regard calculateur de quelqu'un évaluant un obstacle potentiel. Et vous êtes? Quelqu'un qui connaît la différence entre aider et intimider. Kruger s'interposa entre Martinez et Sarah avec l'intervention fluide d'un médiateur professionnel. Ne laissons pas les émotions s'envoler inutilement. Monsieur Reyes, notre offre reste ouverte, mais seulement jusqu'à vendredi. Après cela, les conditions du marché pourraient nous obliger à explorer d'autres opportunités dans la région. La menace était à peine voilée. Si Evan ne vendait pas volontairement, il pourrait trouver des moyens de forcer la vente par des pressions légales ou financières. Le message était clair, prenez l'argent maintenant ou faites face à des conséquences qui pourraient être beaucoup plus difficiles à gérer. Après le départ des visiteurs, Sarah aida Evan et Miguel à rassembler les documents éparpillés dans le salon. L'atmosphère dans la ferme avait changé, chargée de la tension d'un conflit qui n'était plus théorique. Ils ont peur, observa Sarah. Les gens n'offrent pas ce genre d'argent à moins d'avoir peur de perdre quelque chose de précieux. Mais que savent-ils que nous ignorons, demanda Evan.
Miguel était resté inhabituellement silencieux depuis le départ de Martinez, mais il parla maintenant avec la clarté qui surprenait toujours son père. Peut-être qu'ils connaissent les inventions de l'arrière-grand-père. Peut-être que quelqu'un leur a dit. La possibilité glaça le sang d'Evan. Si des informations sur le travail d'Antonio avaient fuité par d'anciennes correspondances universitaires ou des dossiers d'avocats spécialisés dans les brevets, de puissants intérêts pourraient déjà comprendre la valeur potentielle de la technologie. La ferme n'était pas seulement leur maison. C'était le dépositaire d'innovations qui pourraient valoir des centaines de millions de dollars si elles étaient correctement développées. Nous avons besoin d'aide, dit Evan. Une vraie aide de personnes qui savent protéger les droits des inventeurs. Sarah acquiesça. J'appellerai mon frère ce soir. David a déjà géré l'intimidation d'entreprise, et il sait comment rétablir l'équilibre. Alors que le soir s'installait sur la ferme, Evan se retrouva debout dans l'atelier de son grand-père, fixant l'appareil de preuve de concept qui avait déclenché tout ce voyage. La machine bourdonnait doucement, ses lumières brillant avec une confiance tranquille, générant de l'électricité à partir de forces invisibles que la plupart des gens ne considéraient jamais. Antonio avait eu raison de cacher son travail. Entre de mauvaises mains, ces innovations pourraient être enterrées, supprimées ou monopolisées par des entreprises qui profitaient du maintien du statu quo. Mais entre de bonnes mains, entre les mains de quelqu'un qui comprenait leur véritable but, elles pourraient transformer la vie des familles et les libérer de la dépendance aux compagnies d'électricité qui les facturaient pour les nécessités de base. Miguel le rejoignit dans l'atelier, portant 2 tasses de chocolat chaud qui étaient devenues leur rituel du soir. Ils se tinrent ensemble en silence confortable, observant l'appareil de preuve de concept faire sa magie discrète. « Papa, dit Miguel finalement. Allons-nous les combattre ?» Evan regarda son fils, vit le courage de Maria se refléter dans ses yeux sombres, et sentit la détermination de son grand-père couler dans ses veines. « Oui, Mio, nous allons les combattre, et nous allons gagner. » Dehors, le vent de janvier faisait claquer les fenêtres de l'atelier. Mais à l'intérieur, entourés des preuves du génie d'Antonio, le père et le fils commencèrent à planifier leur défense d'un héritage qui appartenait non seulement à leur famille, mais à tous ceux qui croyaient que l'innovation devait servir les gens, et non seulement le profit. Le dégel de février amena David Chen à la ferme, accompagné des premiers signes de la douceur printanière. Le frère de Sarah arriva dans une berline pratique qui suggérait le succès sans ostentation, portant une mallette en cuir qui avait connu des années d'utilisation et un ordinateur portable qui semblait plus fonctionnel que mode. À 45 ans, David possédait le genre de confiance tranquille qui venait de la victoire dans des affaires difficiles contre des adversaires puissants. « Miguel, j'ai beaucoup entendu parler de votre projet de recherche, » dit David après que Sarah eut fait les présentations. « Voudriez-vous me montrer ce que votre père et vous avez découvert ?» Pendant l'heure qui suivit, Miguel guida David à travers les archives qu'il avait créées, expliquant les inventions d'Antonio avec l'enthousiasme d'un enfant partageant son passe-temps préféré. David écouta attentivement, posant des questions techniques qui démontraient à la fois un intérêt sincère et une expertise professionnelle. « C'est un travail remarquable, » dit David finalement. « Tant les inventions de votre arrière-grand-père que votre documentation à leur sujet. Vous avez essentiellement créé un dossier complet pour la protection par brevet. » Evan sentit une vague d'espoir. « Alors, vous pensez que les inventions sont brevetables ? » Non seulement brevetables, potentiellement révolutionnaires. Votre grand-père travaillait avec des concepts que les chercheurs en énergie actuelle commencent tout juste à explorer sérieusement. Si ces appareils fonctionnent réellement comme décrit, ils pourraient valoir plus que nous ne pouvons l'imaginer. David ouvrit son ordinateur portable et se connecta à Internet via un point d'accès mobile, puis passa plusieurs minutes à rechercher dans les bases de données de brevets actuels et les développements de l'industrie énergétique. Ce qu'il trouva confirma les soupçons croissants d'Evan quant à la raison pour laquelle Meridian Développement était si désireuse d'acquérir la ferme. « Regardez ceci, » dit David, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers Evan et Miguel. 3 grandes compagnies énergétiques ont déposé des brevets au cours des 5 dernières années pour des systèmes de récupération d'énergie électromagnétique. Aucun d'entre eux ne fonctionne aussi bien que les conceptions de votre grand-père, mais ils suscitent un énorme intérêt de la part des investisseurs. Quelqu'un a divulgué ces recherches, dit Evan. C'est mon hypothèse. La correspondance de votre grand-père avec les universités s'est probablement retrouvée dans des archives que les chercheurs consultent régulièrement. Quelqu'un qui connaissait son travail en reconnaîtrait immédiatement la valeur. Miguel avait étudié les demandes de brevets que David avait trouvées, et maintenant il désigna une section qui retint son attention. « Papa, cette partie ressemble exactement au plan de l'arrière-grand-père. Ils l'ont copié. »
David examina le document que Miguel avait identifié, le comparant aux plans originaux d'Antonio. Les similitudes étaient indéniables, non seulement le concept général, mais des détails techniques spécifiques qui suggéraient une copie directe plutôt qu'un développement indépendant. C'est un vol de brevet, dit David d'un air sombre. Si nous pouvons prouver que votre grand-père a développé ces concepts en premier, nous pouvons contester ces brevets et potentiellement réclamer des dommages et intérêts. Quel genre de dommages et intérêts, demanda Evan. Estimation prudente, 50 à 100 millions de dollars. Si la technologie s'avère aussi révolutionnaire que votre grand-père le croyait, nous pourrions parler de beaucoup plus. Les chiffres firent tourner la tête d'Evan. Hier, il s'inquiétait de payer la facture de chauffage. Aujourd'hui, il discutait de stratégies juridiques qui pourraient rendre sa famille riche au-delà de l'imagination. La transition lui semblait surréaliste, comme passer d'un film en noir et blanc à un film en technicolor. Mais les mots suivants de David le ramenèrent à la réalité. Bien sûr, prouver le vol de brevets contre de grandes entreprises n'est pas facile. Elles ont des équipes juridiques spécialisées dans la disparition de ces problèmes, et elles n'hésitent pas à utiliser des tactiques d'intimidation pour décourager les contestations. Quel genre de tactique d'intimidation, demanda Miguel. David regarda le garçon avec une expression sérieuse qu'il utiliserait avec un client adulte. Parfois, ils essaient de racheter la concurrence. Parfois, ils créent des problèmes juridiques qui coûtent trop cher à combattre. Parfois, ils rendent la vie difficile d'autres manières. Comme si elles étaient convoquées par leur conversation, le bruit de véhicules s'approchant interrompit l'explication de David. À travers la fenêtre, Evan pouvait voir un convoi qui semblait plus officiel que les précédentes visites de Meridian Développement, 2 véhicules du shérif du comté et une berline avec des plaques gouvernementales. « Vous attendez d'autres visites ?» demanda David sèchement. « Certainement pas », répondit Evan, se dirigeant vers la porte d'entrée avec un sentiment d'appréhension croissant. Le shérif Robert Kellum se tenait sur le porche de la ferme, tenant un presse-papier et affichant l'expression inconfortable de quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles. Evan connaissait Kellum depuis des années. L'homme était honnête et juste, mais il suivait la loi quels que soient ses sentiments personnels. « Evan, je suis désolé d'être ici pour des affaires officielles, » dit Kellum. « J'ai un mandat d'inspection de la propriété pour des violations de code et des dangers pour la sécurité. Une plainte anonyme a été déposée auprès du comté. » « Quel genre de violation ?» demanda David, s'approchant d'Evan. Kellum consulta son presse-papier. Intégrité structurelle, sécurité électrique, normes d'habitabilité pour un enfant mineur. L'inspecteur des bâtiments du comté doit examiner les lieux et déposer un rapport. L'inspecteur des bâtiments sortit de la berline, un homme mince aux lunettes cerclées de filets à l'air autoritaire de quelqu'un qui aimait exercer son pouvoir bureaucratique. Il commença immédiatement à photographier l'extérieur de la ferme, se concentrant sur chaque besoin de réparation visible et chaque défaut structurel. « C'est du harcèlement », dit David doucement à Evan. Quelqu'un utilise l'application du code du comté pour créer une justification légale pour retirer Miguel de la maison. La réalisation frappa Evan comme un coup physique. Si le comté déclarait la ferme inhabitable, les services de protection de l'enfance pourraient retirer Miguel de sa garde, et Carlos et Dolores auraient des motifs légaux pour demander la tutelle. Le calendrier n'était pas fortuit. C'était exactement le genre de pression dont David les avait avertis. Miguel apparut à l'épaule d'Evan, observant la scène avec de grands yeux. « Vont-ils nous faire partir ?»« Pas si je peux l'éviter, » dit Evan, mais sa voix portait moins de conviction qu'il ne l'avait voulu. L'inspection dura 3 heures et couvrit chaque centimètre de la ferme, des fondations au toit. L'inspecteur en bâtiment documenta tout, les rapiessages temporaires au plafond, le système électrique désuet, les arrangements de chauffage de fortune, l'état général de la ferme qui reflétait les ressources limitées d'Evan plutôt que ses intentions. « Monsieur Reyes, » dit l'inspecteur alors qu'il s'apprêtait à partir, « vous recevrez un rapport officiel dans les 10 jours. Je vous recommande de consulter immédiatement des entrepreneurs pour mettre cette structure aux normes. » Après le départ des fonctionnaires, David aida Evan à comprendre les implications légales de ce qui venait de se produire. Le comté déclarerait probablement la ferme inhabitable à moins que des réparations importantes ne soient effectuées dans un délai précis. Ces réparations coûteraient plus d'argent qu'Evan n'en possédait, créant une base légale pour retirer Miguel d'un environnement dangereux. « Combien de temps avons-nous » demanda Evan. « Probablement 30 jours, peut-être 60 si nous pouvons négocier des prolongations. »« Et combien coûteront les réparations ?» L'expression de David était sombre. « D'après ce que j'ai observé aujourd'hui, 50 000 à 75 000 $ au minimum. »
Le montant était incroyablement élevé du point de vue actuel d'Evan, mais la remarque suivante de David offrit une lueur d'espoir. Cependant, si nous pouvons prouver les revendications de brevets de votre grand-père et établir leur valeur, nous pourrions être en mesure d'obtenir un financement basé sur la propriété intellectuelle. Les banques prêtent parfois contre des brevets éprouvés, en particulier ceux qui ont un potentiel commercial clair. Ce soir-là, alors que David se préparait à retourner en ville, il exposa une stratégie pour protéger à la fois la garde de Miguel et l'héritage d'Antonio. Il devrait travailler sur plusieurs fronts simultanément, prouver la validité du brevet, documenter son vol par de grandes entreprises, obtenir un financement pour les réparations de la ferme et bâtir des défenses juridiques contre les contestations de garde. Ce sera un combat, prévint David. Ces gens ont des ressources et des relations, et ils n'hésitent pas à jouer sale. Mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité et la juste revendication d'innovation qui pourrait changer le monde. Miguel avait écouté attentivement la conversation d'adulte, et maintenant il parla avec le genre d'intuition qui surprenait constamment son père. Ils ont peur parce que les inventions de l'arrière-grand-père pourraient aider les gens à économiser de l'argent. Si les familles n'ont pas à payer les factures d'électricité, les compagnies d'électricité perdent de l'argent. C'est exactement ça, confirma David. Ton arrière-grand-père a créé une technologie qui menace une industrie de 1000 milliards de dollars. C'est pourquoi certaines personnes sont prêtes à se battre si fort pour la contrôler. Après le départ de David, Evan se retrouva debout dans l'atelier avec l'appareil de preuve de concept de son grand-père, pensant à la bataille qu'ils étaient sur le point de livrer. D'un côté se trouvaient de puissantes entreprises aux ressources illimitées et des décennies d'expérience dans l'écrasement de concurrents innovants. De l'autre côté se tenait un père célibataire et son fils de 9 ans, armés de rien d'autre que la vérité et la détermination d'honorer l'héritage d'un homme brillant. Les chances étaient écrasantes, mais alors qu'Evan regardait l'appareil générer de l'électricité à partir de forces invisibles, il se souvint de quelque chose qu'Antonio avait écrit dans ses journaux, chaque grande innovation fait face à la résistance de ceux qui profitent du statu quo. La question n'est pas de savoir s'ils vous combattront, mais si vous riposterez. Miguel le rejoignit dans l'atelier, portant 2 tasses de chocolat chaud et affichant l'expression de quelqu'un qui avait pris une décision importante. Papa, je sais que ça va être difficile, mais l'arrière-grand-père a gardé ses inventions pour nous, et nous allons les garder pour d'autres familles. C'est ce que font les hommes Reyes, n'est-ce pas? Nous n'abandonnons jamais. Evan regarda son fils, sentit le courage de Maria et la détermination d'Antonio couler dans ses veines, et sut que, quelles que soient les chances, ils allaient se battre. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui croyaient que l'innovation devait servir les gens au lieu de seulement le profit. La bataille pour l'héritage d'Antonio était sur le point de commencer. Le matin de mars qui allait tout changer commença par l'appel téléphonique excité de Sarah Chen, sa voix grésillant à travers la vieille ligne fixe qu'Evan avait installée lorsque son service de téléphonie mobile était devenu peu fiable. Evan, vous devez vous rendre au tribunal tout de suite. David a trouvé quelque chose dans les registres de brevets que vous devez voir en personne. 1 heure plus tard, Evan et Miguel étaient assis dans le bureau de David Chen, en centre-ville, entourés de boîtes d'archives et d'imprimés d'ordinateurs qui couvraient toutes les surfaces disponibles. Le comportement habituellement posé de David avait été remplacé par une excitation à peine contenue, mêlée d'indignation professionnelle. J'ai fait des recherches sur les demandes de brevets liées au travail de votre grand-père, expliqua David, et j'ai trouvé quelque chose qui change tout ce que nous pensions savoir sur cette situation. Il étala une série de documents sur son bureau, photocopies de demandes de brevets, correspondances et dossiers juridiques s'étendant sur plusieurs décennies. À première vue, cela ressemblait aux documents de routine de l'invention et du développement. Mais l'explication de David en révéla la signification explosive. Votre grand-père a bien déposé des brevets, dit David, non pas sous son propre nom, mais par l'intermédiaire d'une société écran appelée Reyes Innovation Technology. Il a créé la société en 1970, déposé des brevets complets pour ses systèmes énergétiques en 1971, et ces brevets ont été approuvés par l'Office américain des brevets en 1973. Evan fixa les documents, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Mais je pensais qu'il n'avait jamais rien déposé. C'est pourquoi nous nous inquiétions de prouver sa priorité. C'est ce que quelqu'un voulait que vous pensiez. Regardez ceci. David lui tendit un document juridique daté de 1974. 1 an après l'approbation des brevets, Reyes Innovation Technology a été acquise par une plus grande société appelée Progressive Energy Solutions. Votre grand-père a reçu 2 millions de dollars pour la vente. 2 millions de dollars? Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Où est passé l'argent? L'expression de David devint sombre.
C'est là que cette histoire devient intéressante. Progressive Energy Solutions était une filiale de Martinez Holdings, la société de Robert Martinez. Votre grand-père a vendu ses brevets à la famille de votre défunte femme. La révélation frappa Evan comme un coup de massue. Tout ce qu'il avait cru sur la situation de son grand-père, sur les dynamiques familiales, sur le combat actuel autour de la ferme. Tout cela avait été bâti sur des mensonges et des omissions qui remontaient à 50 ans. Mais pourquoi grand-père leur aurait-il vendu, demanda Evan. David produisit un autre document, une lettre privée d'Antonio à Robert Martinez qui avait été conservée dans les dossiers juridiques parce que Martinez l'avait convaincu que c'était le seul moyen de protéger la technologie contre le vol par de plus grandes entreprises. Regardez ce que votre grand-père a écrit. Evan lut à voix haute de l'écriture soignée d'Antonio, Monsieur Martinez, j'apprécie l'engagement de votre famille à développer mes inventions de manière responsable. Votre promesse d'utiliser ces technologies pour aider les familles de travailleurs à atteindre l'indépendance énergétique correspond à ma vision originale. Je suis convaincu que ce partenariat garantira que l'œuvre de ma vie servira les gens plutôt que seulement le profit. Martinez a promis de développer la technologie pour les familles, dit Miguel, sa jeune voix lourde de compréhension. Mais il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Non seulement il ne l'a pas développé, répondit David, mais il l'a complètement enterré. Progressive Energy Solutions n'a jamais fabriqué un seul appareil basé sur les brevets de votre grand-père. Ils ont classé les brevets et les ont laissés inutilisés pendant des décennies. David sortit un épais dossier contenant des dossiers financiers et des documents d'entreprise. Mais voici la partie véritablement criminelle. Au cours des 20 dernières années, Martinez Holdings a concédé sous licence des aspects des brevets de votre grand-père à de grandes entreprises énergétiques. Ils ont gagné plus de 120 millions de dollars en vendant des droits sur une technologie qu'ils n'ont jamais développée eux-mêmes. Le chiffre planait dans l'air comme une présence physique, 120 millions de dollars, le même montant que Kruger avait mentionné lors de leur toute première conversation. La somme qui avait semblé trop fantastique pour être réelle. Ce n'était pas une projection de valeur future. C'était le profit documenté de 50 ans de concession sous licence des innovations volées d'Antonio. Donc, quand ils ont proposé d'acheter la ferme pour 250 000 $, dit Evan lentement, ils essayaient de nous payer $250 000 pour abandonner une technologie qu'ils ont déjà utilisée pour gagner 120 millions de dollars? Exactement. Et il y a plus. David ouvrit son ordinateur portable et leur montra une série de récents dépôts d'entreprises. Martinez Holdings se prépare à vendre ses droits de brevet à un consortium de compagnies énergétiques internationales pour une somme estimée à 500 millions de dollars. La vente doit être conclue le mois prochain. Miguel avait écouté avec l'intense concentration qu'il apportait aux problèmes compliqués. Et maintenant, il posa la question qui touchait au cœur du problème. Mais si l'arrière-grand-père a vendu les brevets, n'appartiennent-ils pas à Martinez Holdings maintenant? David sourit, la première expression de plaisir sincère qu'Evan lui ait vue ce matin-là. C'est là que Martinez a commis son erreur fatale. Le contrat de vente comprenait une clause de réversion. Il leur montra la section pertinente du contrat de 1974, surlignée en jaune. Si Progressive Energy Solutions ne parvenait pas à développer et à commercialiser la technologie dans les 25 ans, tous les droits reviendraient à Antonio Reyes ou à ses héritiers. Les 25 ans ont expiré en 1999, dit Evan. Et Martinez n'a jamais rien développé. Donc les brevets nous appartiennent, demanda Evan. Non seulement les brevets, mais tous les profits que Martinez a tirés de leur concession sous licence. Selon les termes de la clause de réversion, il a vendu des droits sur une technologie qu'il ne possédait pas au cours des 24 dernières années. Les implications étaient stupéfiantes. Non seulement Evan et Miguel possédaient des brevets valant des centaines de millions de dollars, mais ils avaient des motifs légaux pour récupérer des décennies de profits que Martinez avait accumulés par ce qui équivalait à un vol. Pourquoi Martinez ne nous en a-t-il pas parlé lorsque nous avons hérité de la ferme, demanda Evan. Parce qu'il espérait que vous ne le découvririez jamais. Tant que vous pensiez que les brevets n'existaient pas, il pouvait continuer à en tirer profit indéfiniment. L'achat de la ferme était probablement destiné à éliminer toute possibilité que vous découvriez la vérité. David rassembla les documents et les plaça dans un dossier sécurisé. Evan, vous et Miguel ne vous battez plus seulement pour l'héritage de votre grand-père. Vous vous battez pour récupérer des biens volés d'une valeur supérieure à ce que la plupart des gens voient en divi. Alors qu'il se préparait à quitter le bureau de David, l'avocat exposa les mesures légales immédiates qu'il devrait prendre.
déposer des injonctions pour arrêter la vente de brevets en cours de Martinez, documenter la violation de la clause de réversion et préparer des poursuites pour récupérer les profits passés nécessiterait une coordination avec les tribunaux fédéraux et potentiellement les autorités juridiques internationales. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Evan. Les litiges complexes en matière de brevets prennent généralement des années, mais nous avons un avantage. Les preuves sont accablantes, et Martinez le sait. Une fois que nous aurons déposé les premiers documents, il voudra probablement négocier plutôt que de faire face à l'exposition publique de ce qu'il a fait. Cet après-midi-là, alors qu'il retournait à la ferme, Miguel était assis tranquillement sur le siège passager, assimilant ce qu'ils avaient appris. Finalement, il parla avec la gravité qui était devenue sa marque de fabrique. « Papa, l'arrière-grand-père a fait confiance à Monsieur Martinez parce qu'il a épousé quelqu'un de notre famille, mais Monsieur Martinez nous a volé pendant 50 ans. » « C'est exact, Majou. Allons-nous récupérer l'argent ? » Evan pensa à la lettre d'Antonio, à la foi du vieil homme que ces innovations aideraient un jour les familles de travailleurs à atteindre l'indépendance énergétique. L'argent comptait, mais ce n'était pas la chose la plus importante que Martinez leur avait volée. « Nous allons tout récupérer, » dit Evan. « L'argent, les brevets, et la chance de faire ce que ton arrière-grand-père a toujours voulu, apporter cette technologie aux familles qui en ont besoin. » Ce soir-là, alors que père et fils étaient assis dans l'atelier, entourés des preuves du génie d'Antonio, l'appareil de preuve de concept bourdonnait d'une confiance tranquille. La machine produisait de l'électricité gratuite depuis des mois, démontrant le potentiel d'innovation qui pourrait transformer la façon dont le monde abordait la production d'énergie. Miguel passa son doigt sur l'un des dessins techniques de son arrière-grand-père, suivant les lignes élégantes qui représentaient 50 ans de rêve volé. L'arrière-grand-père savait que ce jour viendrait, dit-il. C'est pourquoi il a caché les plans là où nous les trouverions. Evan regarda son fils, s'émerveilla de la perspicacité et de la détermination du garçon, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Maria, la certitude absolue qu'il se battait du bon côté de l'histoire. Martinez Holdings avait bâti sa fortune sur l'innovation volée, mais cette ère était sur le point de se terminer. Demain, David déposerait les documents légaux qui entameraient le processus de récupération de l'héritage d'Antonio. La bataille serait difficile et probablement longue, mais pour la première fois depuis le début de ce voyage, Evan savait qu'ils allaient gagner. Non seulement parce qu'ils avaient la loi de leur côté, mais parce qu'ils avaient quelque chose que Martinez n'avait jamais possédé, le courage de se battre pour ce qui était juste, quelles que soient les chances. Le matin d'avril qui allait déterminer l'avenir de leur famille commença avant l'aube, Evan et Miguel travaillant à la lumière d'une lampe dans la cuisine de la ferme, se préparant pour le jour le plus important de leur vie. Dans 6 heures, David Chen présenterait leur dossier devant la juge fédérale Patricia Morrison lors d'une audience qui pourrait soit restaurer l'héritage volé d'Antonio, soit les laisser vulnérables au plein poids des représailles légales de Martinez Holdings. « Papa, es-tu nerveux ?» demanda Miguel, organisant soigneusement les documents dont ils auraient besoin pour le tribunal de la même manière méthodique qu'il avait catalogué les inventions de son arrière-grand-père. Terrifié, admit Evan, reconnaissant la présence apaisante de son fils, mais aussi excité. Nous allons enfin dire la vérité sur ce qui est arrivé au travail de ton arrière-grand-père. Le mois écoulé avait été un tourbillon de préparation juridique, de collecte de documents et de planification stratégique qui avait mis à l'épreuve chaque aspect de leur détermination. David avait assemblé un dossier qui se lisait comme un roman à suspense, des décennies de tromperies d'entreprises, d'innovations volées et de suppression systématique de technologies qui auraient pu transformer des millions de vies. L'épreuve était accablante, mais Evan en avait appris suffisamment sur les batailles juridiques pour comprendre que des preuves accablantes ne garantissaient pas la victoire face à des adversaires aux ressources illimitées et aux relations politiques. Martinez Holdings avait engagé le même cabinet d'avocats de Washington qui représentait les grandes compagnies pétrolières, et leur stratégie était devenue claire lors des audiences préliminaires, retarder, obscurcir et épuiser les ressources de leurs adversaires par une guerre de procédure. Monsieur Reyes, les défendeurs demandent un nouveau report, avait déclaré la juge Morrison lors de leur dernière comparution. Ils affirment avoir besoin de plus de temps pour examiner les preuves techniques complexes. David avait répondu avec une frustration à peine contenue. Votre honneur, c'est la 4e demande de report. Les défendeurs ont eu 6 mois pour examiner des preuves que nous avons mis 6 semaines à compiler. Ils essaient simplement de survivre à une famille aux ressources limitées. La juge avait acquiescé, fixant l'audience d'aujourd'hui comme la dernière opportunité pour les deux parties de présenter leurs arguments avant qu'elles ne statuent sur la question centrale, la clause de réversion de 1974 a-t-elle transféré les brevets d'Antonio à ses héritiers, rendant ainsi illégaux les accords de licence ultérieurs de Martinez Holdings ?
Alors qu'Evan et Miguel finissaient de déjeuner, Sarah Chen arriva pour les conduire au palais de justice. Sa présence était devenue essentielle à leur survie émotionnelle au cours du mois dernier, apportant à la fois un soutien pratique et le genre d'encouragement constant qui les aidait à garder perspective pendant les moments les plus sombres de la préparation. « Comment vont mes guerriers juridiques préférés ce matin ?» demanda Sarah, bien que son ton joyeux ne pût masquer complètement sa propre nervosité face à la journée à venir. « Prêt à se battre ?» répondit Miguel avec la conviction qu'il avait soutenue tout au long de cette épreuve. Les inventions de l'arrière-grand-père appartiennent aux familles, pas aux entreprises. Le trajet jusqu'au palais de justice fédéral les mena à travers le quartier des affaires de la ville, devant les tours étincelantes qui abritaient le genre de pouvoir d'entreprise qu'ils contestaient. Evan se surprit à penser au contraste saisissant entre leur modeste ferme et les bureaux de direction où des décisions affectant des millions de vies étaient prises par des gens qui ne s'étaient jamais inquiétés de payer les factures d'électricité. David les rejoignit sur les marches du palais de justice, l'allure d'un avocat expérimenté dans son meilleur costume et portant une mallette qui contenait les fruits de mois de travail d'enquête. Sa confiance était rassurante, mais Evan pouvait voir la tension autour de ses yeux qui suggérait qu'il comprenait les enjeux aussi clairement que quiconque. « Comment ça se présente ?» demanda Evan. « Bien. Très bien, en fait. L'équipe juridique de Martinez a commis une erreur stratégique hier qui pourrait nous avoir donné la victoire. » David expliqua que Martinez Holdings avait déposé une motion de dernière minute affirmant que les brevets d'Antonio étaient invalides en raison d'un art antérieur, une technologie existante qui aurait prétendument précédé ces innovations. La motion était clairement désespérée, mais surtout, elle obligeait les avocats de Martinez à reconnaître qu'ils concédaient actuellement sous licence une technologie basée sur le travail original d'Antonio. Ils ne peuvent pas soutenir que les brevets sont à la fois invalides et suffisamment précieux pour être concédés sous licence pour des centaines de millions de dollars, dit David. Ils ont essentiellement admis qu'Antonio avait créé quelque chose d'unique et de commercialement viable. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était chargée de la tension qui entourait les batailles juridiques aux enjeux élevés. Martinez Holdings avait fait venir une équipe de 8 avocats dirigés par Margaret Walsh, une avocate de la défense d'entreprise légendaire, connue pour sa capacité à rendre ambiguës même les preuves les plus accablantes. Robert Martinez lui-même était assis à la table des défendeurs, l'air plus vieux qu'Evan ne s'en souvenait, mais dégageant toujours la confiance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais subi de véritables conséquences pour ses actes. À ses côtés se trouvaient Carlos et Dolores, leurs visages figés dans des expressions de détermination résignée qui suggéraient qu'ils considéraient cette audience comme une guerre familiale plutôt qu'une procédure judiciaire. La juge Morrison entra dans la salle d'audience avec la démarche mesurée de quelqu'un qui comprenait le poids des décisions qu'elle allait prendre. À 65 ans, elle avait la réputation d'être juste, intelligente et impatiente face aux théâtralisations juridiques qui faisaient perdre du temps au tribunal. Cette affaire concerne des droits de brevet, des obligations contractuelles et des allégations de malversation d'entreprises s'étendant sur 5 décennies, commença la juge Morrison. J'attends des deux parties qu'elles présentent leurs arguments clairement et succinctement, en se concentrant sur les faits plutôt que sur la rhétorique. La déclaration liminaire de David fut un chef-d'œuvre de narration claire et convaincante qui retraça le parcours d'Antonio, de l'agriculteur innovant à la victime naïve de la manipulation d'entreprise. Il guida la juge à travers la chronologie des événements, utilisant les propres mots d'Antonio tirés de lettres et de journaux pour illustrer comment un inventeur brillant avait été systématiquement trompé et finalement volé. « Votre honneur, cette affaire ne concerne pas seulement l'argent, » dit David, sa voix empreinte de la passion contenue de quelqu'un qui croyait sincèrement en sa cause. Il s'agit de savoir si les entreprises peuvent voler les innovations d'inventeurs individuels et tirer profit de ce vol pendant des décennies sans conséquence. L'ouverture de Margaret Walsh fut tout aussi soignée, mais axée sur des arguments juridiques techniques conçus pour masquer la clarté morale de la situation. Elle affirma que la clause de réversion était ambiguë, que Martinez Holdings avait fait des efforts de bonne foi pour développer la technologie, et que les héritiers d'Antonio avaient attendu trop longtemps pour faire valoir leurs droits. Les plaignants demandent essentiellement à ce tribunal d'annuler des accords commerciaux légitimes basés sur des interprétations rétrospectives du langage contractuel, déclara Walsh. Un tel précédent minerait la stabilité des relations commerciales et découragerait les investissements dans les technologies innovantes. La session du matin fut consacrée aux preuves techniques, avec des experts témoignant de la nature révolutionnaire des systèmes énergétiques d'Antonio et documentant comment ils avaient influencé les développements ultérieurs dans le domaine. Miguel était assis à côté de son père, suivant le témoignage avec la concentration intense qu'il apportait à toute discussion sur le travail de son arrière-grand-père. Pendant la pause déjeuner, David prit Evan à part pour discuter de la stratégie de la session de l'après-midi. Walsh va se concentrer sur le libellé de la clause de réversion,
essayant de convaincre la juge que la commercialisation ne nécessite pas une fabrication réelle. Nous devons être prêts avec des preuves que Martinez n'a jamais eu l'intention de développer la technologie. Quel genre de preuves? Des documents d'entreprise interne qui montrent que Martinez considérait les brevets comme des acquisitions défensives, une technologie à enterrer plutôt qu'à développer. Le frère de Sarah n'est pas le seul à savoir comment rechercher dans les archives d'entreprise. La session de l'après-midi commença par la présentation par David d'une série de mémos internes de Martinez Holdings qui peignaient un tableau accablant de la stratégie d'entreprise. Les documents montraient que les dirigeants de l'entreprise avaient explicitement discuté de la suppression de la technologie d'Antonio pour protéger leurs investissements dans l'infrastructure énergétique traditionnelle. Notre analyse indique que l'adoption généralisée des systèmes énergétiques Reyes pourrait réduire la demande pour nos services de base de 60 à 70%, indiquait un mémo. Recommandation, maintenir le contrôle des brevets pour empêcher le développement commercial par les concurrents. Walsh objecta à plusieurs reprises à l'admission de ces documents, arguant qu'ils étaient sortis de leur contexte et dénaturaient une planification commerciale légitime. Mais la juge Morrison les accepta comme preuve, et leur impact fut dévastateur pour les allégations de Martinez Holdings concernant leurs efforts de développement de bonne foi. Le moment clé arriva lorsque David appela Robert Martinez lui-même à témoigner. Le vieil homme s'approcha de la barre des témoins avec une réticence visible, sa confiance habituelle remplacée par la lassitude de quelqu'un qui savait qu'il allait faire face à des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre honnêtement. L'examen de David fut chirurgical dans sa précision. Étape par étape, il guida Martinez à travers la chronologie de son acquisition des brevets d'Antonio, ses promesses de développer la technologie et ses accords de licence ultérieurs avec de grandes entreprises. Monsieur Martinez, en 50 ans de possession, Martinez Holdings a-t-elle jamais fabriqué un seul appareil basé sur les brevets d'Antonio Reyes? Nous avons exploré diverses possibilités de développement, répondit Martinez évasivement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous déjà fabriqué quelque chose? Non. Avez-vous déjà établi des installations de fabrication à cette fin? Non. Avez-vous déjà embauché des ingénieurs spécifiquement pour développer cette technologie? Nous avons consulté divers experts, Monsieur Martinez. Oui ou non? En 50 ans, avez-vous fait un quelconque effort réel pour commercialiser les inventions d'Antonio Reyes? Le silence dura près de 30 secondes avant que Martinez ne réponde d'une voix à peine audible. Non. L'admission résonna dans la salle d'audience comme un coup de feu. Même Walsh sembla un instant stupéfaite par l'honnêteté de son client, bien qu'elle s'empressa de limiter les dégâts par un examen direct. À la conclusion de l'audience, la juge Morrison annonça qu'elle rendrait sa décision dans les 10 jours. Les arguments juridiques étaient complets. Les preuves avaient été présentées. Et maintenant, le destin de l'héritage d'Antonio reposait entre les mains d'une seule personne qui déciderait si 50 ans de vol d'entreprise finiraient enfin par avoir des conséquences. En sortant du palais de justice, Evan se sentait émotionnellement épuisé mais prudemment optimiste. Ils avaient présenté le dossier le plus solide possible, exposé la tromperie de Martinez Holdings et forcé Robert Martinez à admettre son échec à honorer ses promesses envers Antonio. « Comment penses-tu que nous nous en sommes tirés » demanda Miguel alors qu'ils attendaient que Sarah vienne les chercher. La réponse de David fut mesurée mais encourageante. « Je pense que nous avons prouvé tout ce que nous avions besoin de prouver. Maintenant, nous attendons de voir si la justice signifie quelque chose devant un tribunal fédéral. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine de la ferme, entourés des documents qui avaient consumé leur vie pendant des mois, Evan réfléchit à tout ce qui avait changé depuis cette première nuit, lorsque Miguel avait découvert le compartiment caché. Ils étaient passés de la survie désespérée au point de revendiquer l'un des plus grands règlements de brevets de l'histoire. Mais, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils avaient déjà accompli quelque chose de plus précieux que l'argent. Ils avaient honoré la mémoire d'Antonio, dit la vérité sur le vol d'entreprise qui avait duré 5 décennies, et montré à Miguel que certains combats valaient la peine d'être menés, quelles que soient les chances. « Papa » dit Miguel alors qu'il se préparait à se coucher, « quoi qu'il arrive, l'arrière-grand-père serait fier de nous d'avoir essayé. » Evan regarda son fils, s'émerveilla de la sagesse et du courage du garçon, et ressentit un profond sentiment de paix malgré l'incertitude à venir. Ils avaient mené le bon combat, dit la vérité et tenu tête au pouvoir pour défendre ce qui était juste. Quelle que soit la décision de la juge Morrison, ils pourraient faire face à l'avenir, sachant qu'ils avaient honoré l'héritage d'un homme brillant qui leur avait fait confiance pour faire avancer ses rêves. Dehors, par les fenêtres de la ferme, la soirée d'avril s'installait sur la terre qui avait abrité les secrets d'Antonio pendant tant d'années. Demain apporterait soit la vindication, soit la défaite. Mais ce soir,
entouré des preuves du génie de son grand-père, Evan Reyes ressentit la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait enfin appris à se battre pour quelque chose de plus grand que lui-même. L'appel arriva à 7h30 un lundi matin qui allait à jamais diviser la vie d'Evan en un avant et un après. La greffière de la juge Morrison annonça la nouvelle sur le ton neutre que le personnel du tribunal utilisait pour annoncer des décisions qui allaient changer des vies. La juge lira sa décision à 10h ce matin. Les deux parties doivent être présentes. Les mains d'Evan tremblèrent en raccrochant le téléphone. Après 10 jours d'attente, d'alternance entre espoir et désespoir, d'efforts pour maintenir des routines normales alors que tout leur avenir était en jeu, le moment de vérité était enfin arrivé. Miguel, appela Théil à l'étage. Habille-toi. Nous allons au tribunal. Son fils apparut à l'entrée de la cuisine, toujours en pyjama, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. C'est le grand jour? C'est le grand jour. Le trajet jusqu'au palais de justice passa dans un flou d'énergie nerveuse et de préparatifs de dernière minute. David les rencontra au contrôle de sécurité, l'air professionnellement composé malgré la tension qui émanait de sa posture. Des indices sur la direction que cela pourrait prendre, demanda Evan. Morrison est impossible à lire, répondit David. Mais le fait qu'elle annonce la décision en audience publique plutôt que de simplement déposer des ordonnances écrites suggère qu'elle veut faire une déclaration. La salle d'audience était plus bondée qu'Evan ne l'avait prévu. En plus des avocats et des parties principales, des journalistes de plusieurs publications commerciales avaient en quelque sorte appris l'existence de l'audience. Le litige en matière de brevets avait attiré l'attention des milieux juridiques comme un cateste pour la manière dont les tribunaux traiteraient le vol d'entreprise du travail d'inventeurs individuels. Robert Martinez était assis à la table des défendeurs, entouré de son équipe juridique, mais son arrogance habituelle avait été remplacée par l'épuisement aux yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Carlos et Dolores le flanquaient, leurs visages figés dans des expressions de défi résigné qui suggéraient qu'ils considéraient cette audience comme une guerre familiale plutôt qu'une procédure judiciaire. À exactement 10 heures, la juge Morrison entra dans la salle d'audience et prit place avec le mouvement délibéré de quelqu'un qui comprenait le poids du moment. Elle avait manifestement mûrement réfléchi à sa décision, et ses premiers mots suggéraient qu'elle entendait aborder non seulement les questions juridiques, mais aussi leurs implications plus larges. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'innovation individuelle et le pouvoir des entreprises, commença la juge Morrison. La Cour a soigneusement examiné les preuves, le droit applicable et les conséquences à long terme de sa décision. Elle passa en revue les faits méthodiquement, retraçant l'invention originale d'Antonio, sa décision de faire confiance à Martinez Holdings, et les 50 années suivantes de suppression de brevets et de profits d'entreprise. Son exposé était clinique mais dévastateur pour la position de Martinez. Le défendeur, Martinez Holdings, soutient que ses activités de licence constituent des efforts de bonne foi pour commercialiser la technologie du demandeur. La Cour estime cet argument totalement dénué de fondement. Evan sentit la petite main de Miguel se glisser dans la sienne, lui donnant de la force au moment où son propre courage menaçait de flancher. Les preuves démontrent clairement que Martinez Holdings a acquis les brevets Reyes sans aucune intention de les développer au profit du public. Au lieu de cela, l'entreprise a systématiquement supprimé une technologie révolutionnaire tout en tirant profit d'accords de licence qui ont généré plus de 120 millions de dollars de revenus. La voix de la juge Morrison devint sévère alors qu'elle s'adressait directement aux défendeurs. Cette cour estime que Martinez Holdings a violé la lettre et l'esprit de son accord de 1974 avec Antonio Reyes. La clause de réversion était sans ambiguïté, l'échec de la commercialisation dans les 25 ans entraînerait le retour de tous les droits aux héritiers de l'inventeur. La juge marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle d'audience. Evan pouvait entendre son propre rythme cardiaque résonner dans ses oreilles alors qu'elle s'apprêtait à annoncer les termes spécifiques de sa décision. Par conséquent, la Cour ordonne par la présente que tous les droits de brevet sur les systèmes énergétiques Reyes reviennent immédiatement à Evan Reyes et Miguel Reyes en tant qu'héritiers légaux d'Antonio Reyes. De plus, Martinez Holdings est ordonné de cesser toutes les activités de licence et de préparer un compte-rendu complet des profits générés par ces brevets depuis 1999. La salle d'audience éclata en un mélange de halètements, de conversations chuchotées et du grattement frénétique des stylos des journalistes. David serra l'épaule d'Evan, son sang-froid professionnel se fissurant juste assez pour révéler un sourire triomphant. Mais la juge Morrison n'avait pas terminé. De plus, la Cour constate que la conduite de Martinez Holdings constitue une violation délibérée de brevets et un enrichissement sans cause. L'entreprise est par la présente ordonnée de payer une restitution de 127 millions de dollars,
représentant la totalité des revenus de licence générés par l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle du plaignant. Le chiffre frappa la salle d'audience comme un coup de tonnerre, 127 millions de dollars, un montant si énorme qu'Evan ne put en saisir pleinement la signification. Miguel leva les yeux vers son père, comme pour chercher confirmation qu'il avait bien entendu. Margaret Walsh se leva immédiatement pour s'adresser à la cour. « Votre honneur, les défendeurs demandent respectueusement un sursis à cette ordonnance en attendant l'appel. » Les implications financières. Refusées, déclara fermement la juge Morrison. Les défendeurs ont tiré profit de la propriété intellectuelle volée pendant 24 ans. Ils peuvent commencer à faire restitution immédiatement tout en poursuivant les appels qu'ils jugent appropriés. Elle se tourna pour s'adresser directement à David. Avocat, veuillez coordonner avec les services financiers de la Cour pour établir les mécanismes appropriés de transfert d'actifs et de suivi continu de la conformité. Alors que la juge se préparait à quitter l'estrade, elle livra une dernière observation qui serait citée dans les revues juridiques pendant des années à venir. Cette affaire rappelle que l'innovation appartient aux innovateurs, pas à ceux qui ont le pouvoir de la supprimer. La Cour ne permettra pas que le vol d'entreprise soit légitimé par le passage du temps. Le coup de marteau retentit avec la finalité du tonnerre, et soudain, la salle d'audience explosa dans un chaos contrôlé. Les reporters se précipitèrent vers David et Evan, leurs questions se chevauchant dans un charabia inintelligible. Walsh se consulta avec ses clients à la table des défendeurs, son visage sombre alors qu'elle commençait à expliquer leurs options limitées en matière d'appel. David guida Evan et Miguel à travers la foule vers une salle de conférence où ils pourraient parler en privé. La marche parut surréaliste, comme si Evan regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler au ralenti. « Nous avons gagné, » dit Miguel, la voix pleine d'émerveillement. « Nous avons vraiment gagné. »« Vous avez fait plus que gagner, » répondit David. « Vous avez obtenu l'un des plus grands règlements de brevet de l'histoire. Mais plus important encore, vous avez restauré la réputation de votre arrière-grand-père et vous vous êtes assuré que ses inventions atteindront enfin les personnes qu'il voulait aider. » Dans le calme de la salle de conférence, loin du cirque médiatique et des manœuvres juridiques, l'ampleur de ce qui s'était passé commença à s'imposer. Ils n'étaient pas seulement riches maintenant. Ils étaient suffisamment riches pour poursuivre la vision originale d'Antonio sans compromis ni ingérence. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda Evan. Martinez Holdings fera probablement appel, mais les cours d'appel annulent rarement des constatations de faits aussi claires. En attendant, vous devez décider comment vous voulez gérer la technologie de votre grand-père et les ressources pour la développer correctement. Miguel était resté inhabituellement silencieux pendant la conversation d'adultes, mais maintenant il parla avec la clarté qui les avait guidés tout au long de ce voyage. Nous allons construire les machines de l'arrière-grand-père et aider les familles à économiser de l'argent sur l'électricité. C'est ce qu'il voulait. Evan regarda son fils, pensa à la vision d'Antonio d'indépendance énergétique pour les familles de travailleurs, et sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Ils avaient gagné la bataille juridique, mais le vrai travail, le travail d'apporter une technologie révolutionnaire au monde, ne faisait que commencer. « Oui, Mijo, dit-il, c'est exactement ce que nous allons faire. » La tempête médiatique qui suivit la décision de la juge Morrison transforma leur paisible ferme en le centre d'une conversation nationale sur l'innovation, le pouvoir des entreprises et les droits des inventeurs individuels. Le mardi après-midi, des camionnettes de presse bordaient le chemin de gravier, et des reporters avec des camions satellites avaient transformé leur cours avant en un centre de diffusion improvisé. « Papa, il y a un homme de CNN à la porte », appela Miguel depuis la fenêtre du salon où il observait le cirque avec l'attention fascinée d'un enfant observant des animaux exotiques. Evan grogna et se frotta les tempes. Ils avaient été sollicités pour des interviews depuis lundi soir, et chaque conversation semblait générer 10 appels supplémentaires de journalistes, de réalisateurs de documentaires et d'éditeurs de livres qui sentaient une histoire captivante de David contre Goliath. Dans l'ère moderne, Sarah Chen était devenue leur coordinatrice médiatique officieuse, filtrant les appels et les aidant à naviguer dans la transition soudaine de citoyens privés à personnalités publiques. Son expérience en enseignement l'avait préparée à gérer le chaos, bien que même elle semblait dépassée par l'ampleur de l'attention que leur victoire avait générée. « Le Today Show veut que vous preniez l'avion pour New York », annonça Sarah, consultant le carnet où elle suivait les demandes d'interview. 60 minutes est intéressé par un reportage, et quelqu'un d'Hollywood a appelé pour les droits d'adaptation cinématographique. « Droits d'adaptation » demanda Evan faiblement. Apparemment, l'idée d'un père célibataire et de son fils affrontant l'Amérique des entreprises résonne auprès du public. L'appelant a mentionné quelque chose comme un David contre Goliath feel good avec une touche technique.
Miguel leva les yeux de ses devoirs, les yeux brillants. Je pourrais être dans le film. Concentrons-nous sur la vraie vie d'abord, répondit Evan, bien qu'il ne pût s'empêcher de sourire à l'enthousiasme de son fils. Le garçon avait géré leur célébrité soudaine avec un sang-froid remarquable, traitant l'attention médiatique comme un autre développement intéressant dans leur aventure en cours. L'après-midi amena une visiteuse inattendue qui réussit à se faufiler devant la horde médiatique, Martha Andry, portant un plat couvert et affichant l'expression satisfaite de quelqu'un dont la foi en la justice avait été justifiée. « J'ai apporté une casserole de fête », annonça Martha, s'installant dans la cuisine de la ferme comme si les équipes de télévision n'étaient pas campées sur la propriété. « J'ai pensé que vous, les garçons, seriez trop occupés pour cuisiner avec toute cette agitation. Martha, vous n'auriez pas dû. Non-sens. Votre grand-père serait aux anges de voir comment cela a tourné. Antonio a toujours dit que ses inventions aideraient les gens ordinaires un jour, et maintenant ce sera le cas. » Tandis que Martha déballait sa casserole et commençait à la réchauffer sur la cuisinière, elle partagea des souvenirs d'Antonio qui apportèrent une perspective bienvenue sur leur transformation soudaine. Il n'a jamais été intéressé par la célébrité ou la richesse, dit-elle, mais il aurait adoré savoir que son travail atteignait enfin les gens qui en avaient besoin. Ce soir-là, après le départ des équipes de presse pour leurs hôtels et que le téléphone eut cessé de sonner, Evan et Miguel s'assirent dans l'atelier, entourés des inventions d'Antonio, et contemplèrent l'avenir qui s'était soudain ouvert à eux. « Papa, qu'allons-nous faire de tout cet argent ?» demanda Miguel. C'était une question avec laquelle Evan se débattait depuis que la juge Morrison avait annoncé le montant du règlement. 127 millions de dollars suffisaient amplement pour vivre confortablement le reste de leur vie. Mais l'héritage d'Antonio exigeait quelque chose de plus significatif que la simple richesse personnelle. « Nous allons faire ce que ton arrière-grand-père a toujours voulu, » dit Evan. « Nous allons construire ces machines et les mettre à la disposition des familles qui en ont besoin. » Ils avaient déjà commencé à planifier la prochaine phase de leur voyage. David les aidait à créer une fondation qui superviserait le développement et la distribution de la technologie d'Antonio. L'objectif était de rendre l'indépendance énergétique accessible aux familles de travailleurs plutôt que d'en faire un autre luxe pour les riches. Mais d'abord, continua Evan, nous allons finir de rénover cette maison et en faire le genre de foyer que ton arrière-grand-père a toujours rêvé qu'elle puisse être. La rénovation de la ferme serait leur premier projet, non seulement des réparations pour respecter les codes du comté, mais une restauration complète qui honorerait à la fois l'histoire du bâtiment et la vision d'Antonio pour une vie durable. Des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie et une démonstration fonctionnelle de la technologie de collecte électromagnétique transformeraient la propriété en une vitrine de ce qui est possible lorsque l'innovation sert les gens au lieu de seulement le profit. Miguel avait étudié l'un des dessins techniques d'Antonio pendant qu'il parlait. Et maintenant il leva les yeux avec l'expression qui signifiait qu'il avait fait une réalisation importante. « Papa, penses-tu que l'arrière-grand-père savait que cela arriverait, que nous trouverions ces inventions et nous nous battrions pour elles ?» Evan considéra la question sérieusement. En repensant aux derniers mois, il pouvait voir un schéma de préparation qui suggérait qu'Antonio avait en effet anticipé ce moment, la documentation soignée, les archives cachées, les dessins techniques détaillés. Tout cela avait été préservé avec le genre de pensée systématique qui venait de quelqu'un qui comprenait à la fois la valeur de son travail et les obstacles qu'il rencontrerait. « Je pense qu'il espérait, » dit Evan finalement. « Je pense qu'il espérait qu'un jour quelqu'un de notre famille serait assez courageux pour se battre pour ce qui était juste. » Leur conversation fut interrompue par des phares dans l'allée, non pas les projecteurs éblouissants des camions de presse, mais les faisceaux modestes d'une seule voiture s'approchant avec un respect prudent pour leur tardive. À travers la fenêtre, Evan put voir David Chen sortir de sa berline, portant une mallette et affichant l'expression de quelqu'un qui avait une nouvelle importante à partager. « Désolé de vous déranger si tard, » dit David quand Evan ouvrit la porte, « mais je voulais vous remettre ceci personnellement. » Il tendit à Evan un document d'apparence officielle portant le sceau de l'Office des brevets des États-Unis. « Les brevets de votre grand-père vous ont été officiellement transférés cet après-midi. À partir de 16 h aujourd'hui, vous et Miguel êtes les propriétaires légaux d'une technologie qui pourrait révolutionner la façon dont le monde génère et utilise l'énergie. » Le document était magnifiquement produit, avec un langage formel qui rendait leur victoire d'une certaine manière plus réelle que la proclamation de la juge Morrison. Voir leur nom listé comme détenteurs de brevets les connectait directement à l'héritage d'Antonio d'une manière qui transcendait les subtilités juridiques. « Il y a autre chose, » dit David, sortant un deuxième document de sa mallette. Martinez Holdings a accepté un règlement accéléré plutôt que de faire appel. Ils transféreront l'intégralité des 127 millions de dollars dans les 30 jours, ainsi que toute la documentation technique qu'ils ont accumulée au cours de 50 ans de possession des brevets.
La nouvelle signifiait que leur victoire était complète et définitive. Pas de long processus d'appel, pas des années d'incertitude, pas de possibilité que des avocats d'entreprise puissent trouver une faille technique à exploiter. Martinez Holdings avait reconnu sa défaite et accepté de faire pleine restitution. Pourquoi ? Demanda Evan. Pourquoi ne pas se battre ? Le sourire de David était sombre. Parce que la décision de la juge Morrison a déclenché des enquêtes de la SEC sur leurs pratiques commerciales. Contester la décision concernant les brevets maintiendrait leur malversation en entreprise à la une des journaux pendant que les enquêteurs fédéraux examineraient 50 ans d'activité potentiellement illégale. Ils veulent que cette histoire disparaisse le plus rapidement possible. Après le départ de David, Evan se retrouva debout dans l'atelier avec Miguel, regardant l'appareil de preuve de concept qui avait déclenché tout leur voyage. La machine bourdonnait doucement, générant de l'électricité à partir de forces invisibles, tout comme elle l'avait fait pendant des mois, mais maintenant elle représentait quelque chose de plus grand que la simple innovation technique. Miguel, dit Evan, les inventions de ton arrière-grand-père vont changer le monde, mais plus important encore, elles vont aider les familles qui luttent comme nous avons l'habitude de lutter. Le garçon acquiesça avec la compréhension solennelle de quelqu'un qui avait appris que certaines victoires signifiaient plus que le simple succès personnel. Nous allons faire en sorte que les rêves de l'arrière-grand-père deviennent réalité. Dehors, par les fenêtres de l'atelier, la nuit d'avril était claire et paisible, sans trace du cirque médiatique qui avait perturbé leur journée. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais ce soir, entourés des preuves du génie d'Antonio et de la promesse d'une justice enfin obtenue, le père et le fils ressentirent la profonde satisfaction des gens qui s'étaient battus pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et avaient gagné. 6 mois plus tard, la lumière du matin d'octobre inondait les fenêtres étincelantes de la ferme restaurée, éclairant des pièces qui étaient passées de la décrépitude à une démonstration de ce qui était possible lorsque l'innovation servait les gens au lieu de seulement le profit. Evan se tenait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tout en regardant Miguel s'entraîner au football dans le jardin, et s'émerveillait de la façon dont leur vie avait complètement changé tout en restant fondamentalement les mêmes. La ferme était devenue tout ce dont Antonio avait rêvé. Elle pouvait être une vitrine fonctionnelle de technologie durable qui prouvait que les familles pouvaient vivre confortablement tout en produisant leur propre énergie. Des panneaux solaires couvraient le toit orienté au sud. Des batteries stockaient l'énergie au sous-sol, et le système de collecte électromagnétique d'Antonio bourdonnait doucement dans l'atelier, contribuant de l'électricité propre à un réseau qui avait jadis semblé incroyablement cher. Plus important encore, la maison était devenue un foyer d'une manière qui transcendait ses améliorations physiques. La confiance de Miguel avait éclos avec leur sécurité financière, mais il restait le garçon réfléchi et déterminé qui avait aidé à organiser les papiers de son arrière-grand-père à la lumière d'une lampe dans un salon à courant d'air. Le succès n'avait pas changé leur relation essentielle, père et fils, travaillant ensemble vers des objectifs qui importaient plus que la richesse personnelle. « Papa, mademoiselle Chen est là », appela Miguel depuis le jardin, agitant la main vers l'allée où la voiture de Sarah approchait avec sa prudence caractéristique sur le chemin de gravier maintenant lisse. Sarah était devenue une partie intégrante de leur nouvelle vie. Sa relation avec Evan se développait naturellement, de l'amitié à travers un objectif commun vers quelque chose de plus profond et de plus permanent. Elle apportait sagesse, humour et stabilité à leur dynamique familiale. Tandis que son parcours éducatif les aidait à naviguer dans le monde complexe du développement technologique et de la sensibilisation du public. Les premières unités de production sont prêtes pour les tests, annonça Sarah en les rejoignant pour le petit déjeuner, consultant la tablette où elle suivait les activités de leur fondation. L'usine de fabrication du Tennessee a terminé l'assemblage initial la semaine dernière, et les tests de contrôle qualité ont dépassé toutes les spécifications. Ils avaient passé des mois à établir Reyes Energy Solutions comme une entreprise dédiée à apporter la technologie d'Antonio aux familles de travailleurs à des prix abordables. Plutôt que de concéder les brevets à de grandes entreprises, ils avaient bâti leur propre capacité de fabrication et leur réseau de distribution conçu pour servir les personnes qui avaient le plus besoin d'indépendance énergétique. « Combien de commandes avons-nous » demanda Miguel, son intérêt pour l'aspect commercial de leur opération reflétant sa compréhension croissante que de grandes inventions ne valaient rien sans une grande exécution. 1200 familles jusqu'à présent, répondit Sarah, et la liste d'attente s'allonge chaque jour. Les premiers clients avaient été des gens comme eux, des familles aux prises avec des factures d'électricité élevées, des parents célibataires essayant de créer de la stabilité pour leurs enfants, des couples âgés à revenus fixes qui ne pouvaient pas se permettre l'augmentation des coûts de l'énergie. Chaque installation représentait non seulement une transaction commerciale, mais la réalisation de la vision originale d'Antonio. « Ton arrière-grand-père serait si fier », dit Evan à Miguel alors qu'ils examinaient les rapports du matin.
ses inventions aident enfin les gens qu'il a toujours voulu aider. La sonnette interrompit leur séance de planification, et Evan trouva Tom Henderson sur le perron, tenant un document d'apparence officielle et affichant l'expression satisfaite de quelqu'un qui apportait de bonnes nouvelles. « J'ai pensé que vous voudriez voir ça tout de suite, » dit Tom, tendant à Evan une lettre du bureau de l'évaluateur du comté. Ils ont officiellement désigné cette propriété comme un monument historique. La ferme et l'atelier sont maintenant protégés en tant que lieu de naissance d'une technologie énergétique révolutionnaire. Cette désignation signifiait que l'héritage d'Antonio serait préservé pour les générations futures, garantissant que l'histoire de ces innovations et de la longue lutte pour les revendiquer continuerait d'inspirer les inventeurs et les entrepreneurs confrontés à leur propre bataille contre les intérêts établis. Miguel avait lu par-dessus l'épaule de son père, et maintenant il parla avec la satisfaction de quelqu'un qui comprenait le sens plus profond de la reconnaissance officielle. Maintenant, tout le monde saura que l'arrière-grand-père était un vrai inventeur, pas seulement quelqu'un qui aimait bricoler. L'après-midi amena des visiteurs qu'ils attendaient depuis des semaines, des représentants de la Smithsonian Institution qui souhaitaient acquérir certains des prototypes originaux d'Antonio pour une exposition permanente sur l'innovation américaine. La proposition honorait à la fois la brillance technique de son travail et l'histoire humaine de la persévérance face à la suppression d'entreprises. Monsieur Reyes, l'histoire de votre grand-père représente quelque chose d'essentiel sur l'esprit américain, expliqua la conservatrice alors qu'il visitait l'atelier. Des inventeurs individuels changeant le monde par la détermination et la créativité, même face à une opposition écrasante des intérêts établis. Alors que le soir s'installait sur la ferme, Evan se retrouva debout au même endroit où il avait pour la première fois contemplé leur situation impossible 9 mois plus tôt. La vue était la même, champs vallonnés, montagnes lointaines, le chêne où Miguel avait maintenant sa cabane promise. Mais tout le reste avait été transformé par leur décision de se battre pour ce qui était juste. La sécurité financière était merveilleuse, bien sûr. Plus jamais il ne s'inquiéterait de payer les factures ou d'offrir à Miguel les opportunités qu'il méritait. Mais le vrai trésor était quelque chose de plus précieux que l'argent. La connaissance qu'ils avaient honoré la mémoire de Maria et l'héritage d'Antonio tout en prouvant que certaines batailles valaient la peine d'être menées, quelles que soient les chances. Miguel le rejoignit à la fenêtre, portant 2 tasses de chocolat chaud, dans la continuité de leur rituel du soir. À 10 ans, il avait vécu plus de changements et de défis que la plupart des adultes n'en rencontraient dans toute leur vie. Mais il restait ancré dans des valeurs qui avaient soutenu leur famille à travers chaque crise. « Papa, penses-tu que nous aurons d'autres aventures ?» demanda Miguel. Evan considéra sérieusement la question. Leur victoire en matière de brevets avait ouvert des portes qu'ils étaient encore en train de découvrir, et des demandes de collaboration arrivaient quotidiennement d'inventeurs, d'entrepreneurs et d'organisations travaillant sur les technologies durables. La fondation grandissait, l'entreprise de fabrication se développait, et des plans étaient élaborés pour des programmes éducatifs qui enseigneraient aux jeunes l'innovation et la persévérance. « Je pense, » dit Evan, « que les meilleures aventures ne font que commencer. » Il pensa à la présence tranquille de Sarah dans leur vie, aux familles qui bénéficieraient de la technologie d'Antonio, aux jeunes inventeurs qui pourraient trouver l'inspiration dans leur histoire. La ferme avait été restaurée, les brevets avaient été récupérés, et la justice avait été obtenue. Mais ces victoires n'étaient que le fondement de quelque chose de plus grand et de plus significatif. Dehors, par les fenêtres de la ferme, la soirée d'octobre peignait le ciel de teintes or et cramoisies qui rappelait à Evan le coucher de soleil préféré de Maria. Elle aurait adoré voir Miguel devenir le garçon confiant et réfléchi qu'il était en train de devenir. Elle aurait été fière de leur lutte pour l'héritage d'Antonio et de leur engagement à utiliser leur succès pour aider d'autres familles. Alors que le père et le fils se tenaient ensemble dans la cuisine de la maison qui avait abrité 3 générations de rêveurs Reyes, Evan ressentit la profonde satisfaction de quelqu'un qui avait appris la différence entre survivre et s'épanouir. Ils avaient affronté des chances impossibles et trouvé le courage de riposter. Ils avaient honoré le passé tout en construisant un avenir. Plus important encore, ils avaient découvert que certains héritages courage, détermination et la volonté de défendre ce qui était juste valaient plus que tout l'argent du monde. « Es-tu prêt pour demain ?» demanda Evan à Miguel alors qu'il se préparait à se coucher. « Prêt à tout », répondit le garçon avec la confiance de quelqu'un qui avait appris que l'impossible n'était qu'un autre mot pour difficile. Et tandis que la ferme s'installait dans un calme paisible, protégée par l'héritage d'un brillant inventeur, et soutenue par le courage de la famille qui s'était battue pour le revendiquer, Evan Reyes savait que demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour honorer les rêves d'un homme qui leur avait fait confiance pour faire avancer sa vision dans un monde qui avait désespérément besoin d'innovation, guidé par la sagesse et alimenté par l'espoir.